Une femme aux cheveux courts et bruns est assise à une table, levant les yeux avec une pointe de surprise. Sa surprise se mue en choc lorsqu'elle apprend une nouvelle soudaine d'une femme calme aux cheveux noirs. La femme aux cheveux bruns rayonne, félicitant son ami pour le mariage et louant son merveilleux petit ami. La femme aux cheveux noirs sourit tendrement, confirmant qu'elle sera présente au mariage. D'un léger froissement, la femme aux cheveux bruns tient une invitation de mariage blanche, scellée à la cire. En lisant l'invitation, elle remarque la coïncidence du même nom que son mari, ce qui provoque un grand éclat de rire chez son ami. La femme aux cheveux noirs se penche en arrière avec confiance, disant à Biola que ce n'est pas une coïncidence. Biola demande ce qu'elle veut dire et on lui montre une photo de mariage de la femme embrassant son propre mari, déclenchant une réalisation horrifiée. La femme révèle qu'ils se marient pour leur 6e anniversaire, tandis que le monde de Biola s'obscurcit et sa main tremble, froissant l'invitation. Révélant qu'elle est enceinte de l'enfant de Do-yoon, la femme exige des félicitations. Mais Biola explose de fureur, la traitant de folle alors qu'une chaise s'écroule. Biola questionne son humanité tandis qu'un homme aux cheveux sombres, Do-yoon, refuse froidement de lui accorder le divorce. Submergée par la trahison, Biola fond en larmes tandis qu'une voix lui dit de se ressaisir. La femme révèle cruellement qu'elle est légalement mariée à Do-yoon, faisant de Biola la maîtresse, et se moque d'elle pour avoir cru qu'il enregistrerait un jour leur mariage. Une vérité horrifiante résonne dans l'esprit de Biola. Il ne l'a jamais aimée depuis le début, alors qu'elle est consumée par le désespoir. La femme exige froidement que Biola disparaisse de leur vie, la laissant sangloter sur le sol parmi des papiers éparpillés. Alors que la femme s'éloigne, Biola est laissée avec la réalisation écrasante que sa vie n'était qu'un mensonge. Le temps devient flou pour Biola. Elle a quitté son travail et tout abandonné après l'incident. Se cachant du monde, elle s'est éloignée de toutes les personnes qu'elle connaissait. Pendant 3 ans, elle a fui ce moment dévastateur, se cachant dans une pièce solitaire. Résolue à ne pas vivre dans le désespoir, elle compare sa vie tragique à celle de l'héroïne d'un roman, la comtesse d'Elgrin. Le roman raconte les affaires du comte Éric et de sa femme, Rose, qui endure en silence sa cruauté. Dans sa solitude, elle lisait des romans comme celui-ci, pour échapper à la douleur de son passé. Soudain, la porte de son appartement s'ouvre brusquement et le plafond s'effondre, la faisant hurler de terreur. Alors que les débris pleuvent, elle crie désespérément pour que quelqu'un la sauve. Prise au piège et terrifiée, elle lève les yeux, suppliant n'importe qui de l'aider. Alors que le sang éclabousse, elle pense que si elle souhaitait la fin du monde, ce n'était pas la fin qu'elle voulait. La scène se déplace vers un grand manoir ensoleillé dans un monde différent. Un homme en gilet de cérémonie accepte le blâme, alors qu'un médecin rapporte que l'état fragile d'une femme a été aggravé par un grand choc. Le docteur déclare joyeusement qu'elle est par ailleurs en bonne santé, mais bang! Une force soudaine l'interrompt. D'un coup, le docteur est projeté à travers l'opulente pièce. UGH, le docteur, désormais une petite silhouette, se plaint d'avoir quitté son emploi alors qu'une femme aux cheveux roses commence à se réveiller. Il se précipite à son chevet, demandant si Lady Wens va bien. Mais elle ne fait que regarder sa main avec confusion. La femme aux cheveux roses nouvellement éveillée fixe ses propres mains inconnues avec des yeux grands et choqués. Le docteur, en pleurs, exhorte la dame à ne pas forcer son corps faible alors qu'elle regarde en bas, complètement déconcertée. Un cadre orne présente Rose Wens, la fille unique d'une famille de comtes déchus. La narration explique que Rose a follement tourné le dos à sa famille pour être avec leur ennemi mortel, Éric. Par-dessus les cris inquiets du docteur, elle hurle de déni, insistant sur le fait qu'elle ne peut pas être Rose Wens et que ce doit être un rêve. Réalisant que ce n'est pas un conte de fées, son ancien moi recule d'horreur à l'idée de revivre une vie aussi douloureuse. Son souvenir de mourir sous les décombres refait surface alors qu'elle pense qu'elle aurait préféré mourir plutôt que d'endurer cela. TSK, un homme torse nu aux cheveux noirs, se penche sur elle, demandant froidement si elle a enfin retrouvé ses esprits. Se réveillant dans un état second, Rose s'excuse, expliquant qu'elle a dû s'assoupir et qu'on lui avait dit de se reposer, car c'était cette période du mois. L'homme se moque de son excuse, lui rappelant cruellement qu'elle s'est en fait effondrée à cause d'une fausse couche. Ses yeux s'écarquillent de pur choc, alors que le mot dévastateur résonne dans son esprit, fausse couche. Elle réalise que ce doit être le moment où la Rose originale a retrouvé la mémoire de son passé, et elle fulmine intérieurement contre cet homme sans vergogne, qui n'a offert aucune excuse. Il rejette son chagrin, essayant sans cœur d'initier un rapport sexuel et déplorant le temps qu'il lui a fallu pour tomber enceinte seulement pour faire une fausse couche. Non, hurle-t-elle, consternée par ses actions juste après la fausse couche de sa femme, et le supplie de partir jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Il lui saisit la gorge,
grognant qu'elle se méprend sur quelque chose. La clouant au lit lui rappelle que c'est elle qui a insisté pour avoir un enfant en premier. Il la rejette violemment sur le lit. Il lui avertit froidement de se tenir désormais à l'écart de ses affaires, la laissant toussant et vaincu. Avec un sourire cruel, l'homme torse nu aux cheveux noirs la met en garde de ne pas oublier ce qui s'est passé, se demandant sarcastiquement si même un idiot pourrait y parvenir. Clac! Alors que la porte se referme, la femme aux cheveux roses se redresse dans son lit, se serrant la gorge, pleine de peur et de détresse. Elle se débat dans son lit, hurlant intérieurement qu'elle ne peut pas vivre avec cet Eric, ce déchet, et maudissant la Rose originale et l'auteur de cette histoire folle. Devant la grande demeure, elle se demande comment cela a pu arriver. Maintenant vêtue, Rose regarde par la fenêtre, souhaitant avoir une seule personne pour l'aider. Ailleurs, un groupe de servantes s'en prend à une autre, lui criant de... Rose jette un coup d'œil par la fenêtre, s'interrogeant sur le tumulte, tandis qu'une servante aux cheveux bruns s'excuse, expliquant qu'une servante nommée Dohana est instable ces derniers temps. La servante blonde, Dohana, souhaite furieusement avoir son téléphone pour filmer les autres et les poursuivre en justice. La servante blonde et défiante est amenée devant quelqu'un, annonçant qu'elle est arrivée comme ordonnée. Rose est assise paisiblement, un doux sourire sur le visage. La servante blonde réagit sous le choc, tandis que Rose la fait taire, réalisant qu'elles sont toutes les deux piégées à l'intérieur du roman. Rose explique qu'elle est confuse depuis son réveil, ce qui pousse la servante blonde à poser avec enthousiasme des questions sur l'incident de XX Dong, révélant qu'elle aussi a eu un accident là-bas. La servante blonde est ravie qu'elles soient ensemble dans ce nouveau monde et propose qu'elles deviennent amies. Rose y réfléchit, pensant que cette rencontre est peut-être une heureuse coïncidence. Tandis que les deux femmes marchent bras dessus bras dessous, une pensée émerge. Être avec Dohana pourrait changer les choses. Dans un sombre moment de réflexion, Rose se souvient de son nom dans sa vie passée, Ligioru, que sa mère lui avait donné pour qu'elle ne perde jamais. La femme blonde sourit, demandant à Rose de se souvenir du nom Gyoru, et suggérant qu'elle s'entende bien à partir de maintenant. Un souvenir douloureux ressurgit pour Rose, celui d'une femme aux cheveux bruns, son amie de 10 ans, juxtaposée à la main souriante et tendue de la servante blonde. Le souvenir se cristallise. Son amie de longue date, celle qu'elle connaissait depuis 10 ans, était celle qui lui avait volé son mari. De retour dans le présent, Rose complimente le charmant nom Gyoru tout en versant du thé, mais note intérieurement sa rareté, toujours incertaine. Essayant de confirmer ses soupçons, Rose demande à la servante blonde, Yoru, son âge. Gyoru répond en larmes qu'elle a 29 ans, se plaignant de l'injustice d'avoir été mariée si jeune. L'expression de Rose se durcit, alors qu'elle réalise que c'est bien la même Gyoru, la seule personne qu'elle ne voulait plus jamais revoir, pas même dans la mort. Gyoru sourit, demandant si elles ont le même âge, puis exige de connaître le nom de Rose. Rose donne un faux nom, Kimana, que Gyoru trouve étrange, tandis que Rose pense que c'est sa nouvelle identité. Rose se souvient qu'à cause de Gyoru, elle a dû abandonner son vrai nom de plus de 20 ans, Kimbiola, se rappelant à quel point elle était silencieuse et sans amis. Gyoru déplore la cruauté de leur rancune de vie passée qui les poursuit, puis dit avec douceur que Rose lui rappelle une amie, ce qui rend la rencontre agréable. Avec un sourire cruel, Gyoru la nargue, se souvenant à quel point Kimbiola était pathétique ce jour-là, incapable de faire autre chose que pleurer. Feignant l'ignorance, Gyoru demande à Rose d'expliquer l'intrigue du roman, affirmant ne rien savoir. Rose pense qu'elle aurait aidé innocemment par le passé, mais décide maintenant qu'il n'y a pas lieu de dire à sa rivale que c'est un roman tragique. Avec un sourire froid, Rose l'informe qu'elle n'est qu'une figurante sans nom, laissant Gyoru stupéfaite et exigeant de savoir qui est le personnage principal. Rose offre simplement un sourire serein et complice en réponse. Gyoru pointe du doigt, incrédule, demandant si Rose est le personnage principal, et Rose confirme calmement que c'est ainsi que les choses ont tourné. Gyoru bouillonne intérieurement, jugeant l'apparence de Rose ringarde, et insistant sur le fait qu'elle est bien plus belle, pensant qu'elle aurait pu mieux se coiffer. Cartant Rose comme l'héroïne, Gyoru interroge le comte Wens, supposant que le personnage masculin principal doit être prévisible. Rose explique l'intrigue. Elle est tombée amoureuse du beau comte Eric au premier regard et l'a poursuivi sans relâche. Gyoru ricane, affirmant n'avoir vu personne de particulièrement beau autour du manoir. Rose lui assure qu'elle comprendra quand elle le verra, admettant qu'il est un peu froid avec elle, ce qui pique la curiosité de Gyoru. Intérieurement, Rose perd ce jour le faux réconfort de Gyoru, mais se leurre en croyant que son mari se soucie profondément d'elle malgré sa froideur. Soudain, le comte Eric apparaît, l'air las et se plaignant de n'avoir pas dormi à cause du travail. Gyoru halète sous le choc, se couvrant la bouche en voyant le beau comte pour la première fois.
Avec un sourire, Ross présente formellement l'homme comme son mari, le comte Eric de Wens. Les yeux de Gyoru s'écarquillent avec un éclair de réalisation avide. Ross reconnaît la vieille habitude de Gyoru de prendre ce qui lui appartient et lui offre une dernière chance, se demandant si elle devrait intervenir avant que Gyoru ne ruine sa vie en poursuivant Eric. Gyoru fait une gracieuse révérence, se présentant au comte avec un poli. « C'est un plaisir de vous rencontrer. » Elle se présente comme Dohana, une amie proche de Ross, ce qui provoque un regard surpris de la part d'Eric. Tandis que Gyoru prétend qu'elles étaient des amies d'enfance qui s'étaient oubliées, Ross narre sombrement que Gyoru est celle qui scelle son propre destin tragique. Gyoru commence immédiatement à flirter avec le comte, lui disant qu'elle a entendu dire qu'il est un homme incroyable, et que c'est vrai, le faisant rougir. Son esprit s'emballe alors qu'elle évalue son beau visage, son corps athlétique et sa vaste richesse, concluant qu'il était pratiquement préparé juste pour elle. Gyoru se tourne vers Ross avec un sourire suffisant, lui demandant si elle n'est pas mieux placée pour être la comtesse, déclarant que le monde tourne autour d'elle dans cette vie et la précédente. Tandis que Gyoru s'accroche à Eric, Ross pose son pied sur la table et annonce qu'elle ne se sent pas bien, et qu'elle va rentrer la première. Tandis que Ross s'éloigne, un homme appelle la dame, tandis qu'un autre l'interpelle par son nom, Ross. Ross se demande pourquoi sa rivale, Gyoru, a dû atterrir dans ce roman avec elle, se rappelant qu'elle pensait ne plus jamais la revoir, mais décide que les laisser ensemble pourrait être la meilleure solution alors qu'elle se résout à fuir cet endroit. D'accord. Ross rit, réalisant que le destin veut qu'elle se débarrasse de deux ordures d'un coup. S'adossant avec un sourire confiant, elle jure qu'elle ne sera pas une proie facile comme elle l'était auparavant. Ross se remémore l'histoire originale, se souvenant qu'elle était la fille d'une famille noble déchue, car elle avait supplié d'épouser Eric. Elle se souvient comment ses parents ont rompu les liens avec elle, la laissant s'agenouiller seule devant Eric. À cause de cela, le roman contient peu d'informations sur sa famille, et elle soupçonne qu'il la repousserait même si elle les retrouvait. Elle ferme les yeux de désespoir, réalisant que si elle divorce, elle finira probablement sans abri. Clac. Elle frappe sa main, criant qu'elle ne peut pas laisser cela arriver, et qu'elle va divorcer pour vivre une vie incroyable. Avec une nouvelle détermination, elle décide que pour survivre dans ce monde, elle a besoin d'informations, et doit commencer à étudier immédiatement. Ross s'ouvre une porte pour trouver deux femmes de chambre, leur demandant poliment un moment de leur temps, alors que l'une d'elles demande comment elle peut l'aider. Elle demande à voir le majordome, et une femme de chambre confirme qu'elle demande M. Gwen. En sirotant du thé, Ross confirme au majordome M. Gwen qu'elle demande bien un précepteur. Le majordome demande poliment à la dame la raison de sa demande soudaine. Ross explique qu'en tant que comtesse, elle se sent obligée de comprendre comment le monde fonctionne, surtout pour intégrer la haute société. Le majordome médite sur ses épreuves passées, notant sa détermination nouvelle à regarder vers l'avant au lieu de compter sur son mari. Il accepte de parler au comte en son nom, au grand soulagement de Ross, qui craignait de devoir trouver un salon par elle-même. En partant, Ross remarque l'étrange atmosphère parmi les domestiques, juste au moment où la voix aguicheuse de Gyoru résonne. « Oh, allez, comte ! Pas en plein jour !» Réalisant qu'ils sont tous deux les mêmes après tout, Ross ricane à la vue de Gyoru et Eric ensemble, sachant que cette femme n'oserait de toute façon pas l'approcher. D'un regard déterminé, elle les congédie, déclarant qu'elle va prendre un nouveau départ à partir de maintenant. La scène passe à une fenêtre lumineuse encadrée de roses blanches, marquant un moment de transition silencieux. Un Eric torse nu demande ce qu'elle voulait, et le majordome l'informe que la dame a demandé une gouvernante. Eric ricane, se souvenant qu'elle n'avait jamais levé le petit doigt, quand il lui avait dit de faire quelque chose auparavant. Le majordome, ignorant l'attitude d'Eric, demande quel genre de professeur il devrait appeler de la liste qu'il a préparée. Eric dit froidement au majordome de s'en occuper lui-même et de ne pas le déranger avec de telles affaires, laissant l'homme plus âgé accepter son renvoi. Plus tard, Eric est allongé avec Gyoru, qui le remercie avec espièglerie de l'avoir laissé faire la grasse matinée. Eric lance un regard noir au majordome qui s'attarde, lui ordonnant de partir et déclarant qu'il ne partage pas ce qui lui appartient. Le majordome, embarrassé, présente des excuses hâtives et s'éclipse rapidement. La lourde porte se ferme, scellant le couple à l'intérieur de la pièce. Eric se penche pour embrasser Gyoru, lui demandant si elle n'est toujours pas satisfaite. Il sourit d'un air suffisant, lui rappelant qu'elle avait tellement aimé qu'elle s'était évanouie, tandis qu'elle sourit avec contentement sous les draps. Gyoru réfléchit à leur nuit ensemble, pensant que, bien que personne ne soit parfait, il était tout simplement incroyable. Ailleurs, Ross jette ses papiers avec frustration, se plaignant de la quantité immense de matière qu'elle doit mémoriser pour sa toute première leçon. Saphir, Léon révèle que sa famille, le comte de Servial,
fut vaincu dans une lutte de pouvoir et ne survécut que grâce au grand-duc Arthéum avant de perdre leur pouvoir. Rose s'affaisse sur sa chaise, horrifié d'avoir ignoré cela et d'avoir épousé Eric, l'homme même qui a ruiné sa famille, réalisant que ses parents devaient la trouver pathétique. Son précepteur continue, expliquant qu'après la mort de l'empereur, l'oncle du prince héritier a pris le trône, ce qui était pour le mieux car le prince était un fauteur de troubles. Le précepteur décrit le prince héritier comme un homme impitoyable sans compassion, avertissant Rose de ne jamais s'impliquer avec lui. Rose se rappelle que le prince fut exécuté dans le roman, et bien qu'elle doute de le rencontrer un jour, elle décide qu'il vaut mieux être prudente. Une femme de chambre arrive pour annoncer que la calèche demandée par Rose est prête, lui rappelant son projet de visiter une vente aux enchères et de voir le cadeau d'Eric. Réprimandant intérieurement l'originale Rose pour être une idiote, elle force un sourire et accepte de partir rapidement. Par une nuit enneigée, Rose se tient devant un grand domaine, ses pensées se tournant vers une lettre et un magnifique accessoire en saphir. Des flashs de souvenirs et d'événements futurs apparaissent. Eric la saisissant, le bijou en saphir se brisant, et le prince blond la serrant fort contre lui. Arrivant à la vente aux enchères, Rose aperçoit l'homme aux cheveux blonds de sa leçon d'histoire, le prince héritier impitoyable, assis seul. Rose s'approche du prince, tapote sa chaise et l'informe qu'il est assis à sa place. L'homme blond lève les yeux avec un soupir, se demandant quand la vente aux enchères a commencé à avoir des places assignées. Soudain, un autre homme se précipite aux côtés de Rose, lui saisissant le bras avec alarme et lui disant d'attendre tandis qu'elle regarde confuse son numéro d'enchère, le 38. L'homme se penche et lui chuchote que son numéro est pour les enchères, pas pour une place, et qu'elle peut s'asseoir où elle veut. Tandis que le prince blond observe, Rose se fiche d'embarras, réalisant qu'elle vient d'essayer de chasser quelqu'un de sa place sans raison. Le prince se lève et s'éloigne, tandis que l'homme aux côtés de Rose s'excuse de son erreur, expliquant qu'elle n'est pas habituée à des endroits comme celui-ci. Stupéfaite, Rose tressaille quand l'homme aux cheveux noirs la saisit. L'homme la retient, pensant qu'il doit arranger les choses, tandis que Rose s'excuse paniquée auprès de l'homme blond stoïque. S'inclinant profondément, Rose s'excuse sincèrement pour son ignorance et implore son pardon. Croyant qu'il ne fera pas de scandale, Rose décide de s'éclipser discrètement tant qu'elle en a l'occasion. L'homme blond lui ordonne soudainement de s'asseoir, laissant Rose stupéfaite et confuse avant qu'il ne répète l'ordre plus fermement. « Burke !» Rose grimace à son tour, clairement décontenancée par l'ordre inattendu. Elle accepte à contre-cœur et s'assied à ses côtés, décidant qu'il vaut mieux se faire invisible pour éviter de le fâcher davantage. Le commissaire-priseur enthousiasme la foule, déclarant que seul l'argent compte et que l'enchérisseur le plus offrant remportera d'incroyables trésors. Les enchères commencent alors que deux nobles crient des offres concurrentes de 30 et 35 millions de res. Rose observe avec étonnement, réalisant que la richesse des nobles est d'un tout autre niveau, alors qu'ils dépensent des fortunes colossales avec désinvolture. Waouh! Le commissaire-priseur dévoile un collier de saphir étincelant, l'annonçant dramatiquement comme la larme de Luna. La foule éclate en une guerre d'enchères alors que le prix du collier s'envole à 80 millions de res. Rose ricane intérieurement, se souvenant que le collier est un faux et se rappelant comment Eric a été réprimandé après l'avoir acheté. L'homme blond lève calmement sa pancarte, numéro 30, et fait une offre stupéfiante de 100 millions de res. Alors que les enchères continuent de grimper à un rythme effréné, Rose panique, s'exclamant à quel point le prix monte vite. Ressentant un sentiment d'effroi, elle décide qu'elle ne peut pas rester assise à regarder, convaincue que cela mènera au désastre. L'homme blond s'apprête à augmenter son offre à 130 millions. Dans un geste désespéré, Rose lui attrape le bras, lui criant d'arrêter et de ne pas acheter le collier. Il lui demande ce qu'elle fait alors qu'elle lui serre la main, insistant sur le fait qu'acheter l'objet serait jeter l'argent par les fenêtres. L'homme blond la regarde froidement, lui demandant ce que ses dépenses ont à voir avec elle. Saisie par son ton glacial, Rose recule. Elle maudit intérieurement son habitude intempestive d'agir par impulsion. Se ressaisissant, Rose déclare avec assurance que le collier est un faux, incitant l'homme blond à questionner ses connaissances et l'accuser d'insulter la noblesse. Elle précise rapidement que non, suggérant que les autres nobles sont probablement eux-mêmes inconscients de la contrefaçon. L'homme blond la regarde avec scepticisme, l'avertissant qu'elle paiera un lourd tribut si elle se trompe en s'ingérant. Soudain, une voix crie Comtesse Wentz, et Rose se retourne sous le choc, se demandant comment quelqu'un savait qui elle était. Clac! Le commissaire-priseur déclare l'alarme de Luna vendue pour la somme stupéfiante de 3,6 milliards de lez.
Un léger sourire apparaît sur les lèvres de l'homme blond, tandis qu'il la regarde, méditant sa prochaine action. Convaincue qu'elle mourra si elle ne fait rien, Rose décide frénétiquement de parier sa vie sur son affirmation. Il remet en question son offre de parier sa vie, alors qu'elle panique intérieurement, réalisant qu'elle voulait dire son coup, et non sa vie entière. Affolée, elle essaye rapidement de retirer ses mots, agitant les mains en signe de déni. L'homme blond sourit, appréciant sa sincérité alors qu'il tend la main vers elle. Rose continue de bégayer, essayant d'expliquer que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. Une voix dans la foule identifie l'homme blond comme le grand-duc Artin alors qu'il s'éloigne. Plus tard, le grand-duc Artin réfléchit à l'enchère, sentant que quelque chose est toujours louche avec le faux, et se demandant s'il aurait dû l'ignorer. Il décide que, si nécessaire, il pourra simplement acheter l'objet réel à son nouveau propriétaire pour un petit supplément. Une femme âgée se souvient avoir vu Rose, réalisant qu'elle est le portrait craché de Lady Servia. Dans un flashback, la femme se souvient avoir essayé de faire saluer quelqu'un à une jeune Rose. Un jeune garçon blond, le prince, est présenté, mais la petite Rose déclare en pleurs qu'il n'est pas le prince qu'elle avait imaginé. Le jeune prince reste silencieux, tandis que la petite fille continue d'insister sur le fait qu'il n'est pas le vrai prince. De retour au présent, le grand-duc Artin sourit à ce souvenir, se rappelant comment même quand elle pleurait. Elle avait toujours un joli visage. Pendant ce temps, Rose enfouit son visage dans ses mains, alors qu'un homme prononce le nom de Cerne. Cerne demande à Rose désemparée si elle a commis une erreur avec le grand-duc, et elle acquiesce misérablement. Maintenant identifié comme le chevalier escorte Cerne, il sourit chaleureusement et rassure Rose de ne pas s'inquiéter, jurant de la protéger. Plus tard, Rose demande à Cerne comment un faux objet a pu se retrouver à l'enchère. Elle explique sa théorie. L'hôte a été trompé, et quelqu'un a dû changer l'objet réel contre une contrefaçon. Hein? Cerne est complètement choqué par sa perspicacité et exige de savoir comment elle a découvert cela. Chut! Rose place rapidement un doigt sur ses lèvres pour le faire taire. Elle prétend l'avoir vu en rêve, sachant que la vérité est incroyable. Cerne reste sceptique, mais accepte son excuse, se demandant en privé si elle va bien, alors que leur carrosse s'éloigne. La scène passe à un grand manoir ensoleillé, entouré de jardins luxuriants et de fleurs épanouies. Dans son bureau, Rose examine tranquillement des documents lorsqu'une voix joyeuse l'appelle. Une femme de chambre blonde se penche par-dessus son épaule, lui demandant en plaisantant ce qu'elle regarde toujours fixement. Rose détourne le regard avec un soupir, écartant la question en disant qu'elle s'ennuie simplement de ne rien faire. La femme de chambre remarque que personne d'autre dans le manoir ne tient compagnie à Rose. Elle suggère avec sympathie que Rose doit être seule et souhaite que le comte soit un peu plus gentil avec elle. La femme de chambre remarque alors les boucles d'oreilles de Rose, les complimente et suppose que ce doit être un cadeau d'Eric. Rose confirme vivement que ce sont un cadeau, ce qui pousse la femme de chambre à annoncer joyeusement qu'elle a récemment eu un petit ami. La façade agréable de Rose s'écroule, alors qu'elle réalise que le sourire de la femme de chambre n'est pas de la joie, mais le regard suffisant de supériorité de quelqu'un qui lui prend secrètement son mari. Revenant au présent, Rose présente des excuses embarrassées, affirmant qu'elle voulait juste regarder de plus près les jolies boucles d'oreilles de la femme de chambre. La femme de chambre se pavane, se demandant d'un air suffisant comment son petit ami a réussi à choisir des boucles d'oreilles qui lui vont si parfaitement. Lorsque Rose demande comment ils se sont rencontrés, la femme de chambre se penche d'un air conspirateur, affirmant que c'était comme si le destin les avait réunis. Elle ferme les yeux avec béatitude, déclarant que son petit ami est absolument parfait. Dans ses pensées intimes, la femme de chambre révèle qu'elle a un plan parfait pour devenir la comtesse, et qu'elle ne faillira pas cette fois-ci. Un flashback montre sa vie passée, où elle a été déshéritée pour avoir volé le mari de sa mère et a fini par regretter son mariage. Révélée être Gyuru, elle croit qu'être possédée dans le roman est une chance divine de réaliser son véritable potentiel, tandis que Rose note en privé qu'elle doit mieux gérer son propre mari. Rose sourit et remercie Gyuru pour son inquiétude, tandis qu'un flashback révèle que Gyuru avait autrefois méprisé une amie nommée Dohana, et sa propre folie passée. Gardant son sourire, Rose se demande intérieurement à quel point elle doit paraître pathétique en ce moment. Leur conversation est interrompue par l'entrée du majordome, annonçant qu'une lettre est arrivée pour madame. Rose lit la lettre avec une expression perplexe, sachant qu'elle ne devrait avoir aucune connexion dans la haute société. Clac! La lettre lui est soudainement arrachée des mains. Gyuru tient maintenant la lettre, les yeux grands ouverts d'excitation, se demandant si c'est une invitation à une fête de la haute société. Après avoir expliqué ce qu'était l'invitation, Rose exige froidement que Gyuru la lui remette. Gyuru demande avec enthousiasme à l'accompagner, déclarant que c'est le rôle des amis,
Mais Rose se contente d'offrir un sourire entendu et cynique. D'un ton doux mais ferme, Rose brise les espoirs de Gyoru en déclarant que seuls les nobles sont autorisés à entrer et que les femmes de chambre ne peuvent pas. Alors que Gyoru se remet difficilement du rejet, Rose enfonce le clou en lui demandant si elle voudrait y assister en tant que sa bonne personnelle, pour ensuite se faire claquer la porte au nez. Gyoru bouillonne de rage, tandis que Rose feint l'innocence, lui demandant si elle est fâchée et affirmant qu'elle ne pensait qu'à elle. Rose porte la lettre à ses lèvres, répétant son inquiétude insincère avec une lueur dans les yeux. Gyoru force un sourire, niant être contrarié tout en admettant être un peu déçu, tout en pensant en privé que Rose est exaspérante. Gardant son faux sourire, Gyoru note que Rose est clairement en colère et demande sèchement qui a envoyé l'invitation. Les yeux de Rose s'écarquillent sous le choc en lisant le nom de l'expéditeur, Grand-Duc Artem, la laissant se demander pourquoi il la contacterait. Elle réfléchit, qu'elle et le Grand-Duc ne se sont jamais croisés dans l'histoire originale, mais maintenant il l'invite à son salon après leur rencontre à l'enchère. Rose réalise que l'invitation est adressée uniquement à Comtesse Vence, soupçonnant qu'il s'agit du faux collier Larme de Luna. Elle se souvient qu'un autre des célèbres colliers, offert à l'impératrice, s'est également avéré être un faux et suppose que le grand-duc a dû entendre la nouvelle. Une vague de panique submerge Rose, alors qu'elle se souvient non seulement de l'avoir dissuadé d'acheter le collier, mais aussi qu'il est destiné à mourir bientôt. Secouant la tête pour éclaircir ses pensées, Rose décide de considérer l'invitation comme une opportunité d'observer la scène sociale. Gyoru observe les expressions changeantes de Rose, réalisant qu'elle ne peut pas l'accompagner et refusant d'y aller en tant que simple subalterne. Imperturbable, Gyoru élabore des stratagèmes, convaincu qu'il doit y avoir un autre moyen pour elle d'entrer la fête. FWAH. Avec un sourire déterminé, elle ouvre grand les portes de la garde-robe de Rose. Gyoru sort une robe vert clair, ricanant que tout est de mauvais goût, et jurant de tout remplacer lorsqu'elle deviendra la comtesse. Tenant la robe contre elle, elle décide qu'elle demandera simplement au comte de l'emmener, car elle devra de toute façon rencontrer l'élite de la société un jour ou l'autre. Elle pose, souriant radieusement en imaginant à quel point la robe lui va mieux. Fouillant plus profondément dans un tiroir à la recherche de plus de trésors, Gyoru est surprise de trouver une minuscule paire de chaussons de bébé. Elle ricane en tenant l'une des chaussures, se demandant pourquoi Rose garderait quelque chose d'aussi inutile après sa fausse couche. Alors que le cri d'un bébé résonne dans sa mémoire, Gyoru écarte l'idée de la maternité, pensant que ce ne serait pas si mal, puisque les nourrices font tout le travail. Soudainement surprise par Rose, Gyoru invente rapidement une excuse, affirmant qu'elle cherchait juste à emprunter quelque chose à porter. Gyoru fait appel à leur amitié, disant qu'elle devrait s'entraider, tandis que Rose admet intérieurement qu'elle se fiche de perdre de vieilles choses. Soudain, avec un cri déterminé, Rose s'élance et attrape Gyoru. « Qu'est-ce que cela signifie » crie Gyoru, tandis qu'une Rose désemparée s'excuse mais insiste sur le fait qu'elle ne peut absolument pas avoir cet objet. Rose baisse les yeux, les larmes aux yeux vers une barrette dorée qu'elle a récupérée. Gyoru ricane, rejetant le cadeau et se vantant d'en avoir déjà reçu 3 de sa part, tout en qualifiant intérieurement Rose de complètement sans charme. Gyoru se penche conspiratrice, proposant de demander l'objet au comte au nom de Ross et se vantant qu'il pourrait l'écouter. Un flashback révèle Gyoru au lit avec le comte. Elle explique qu'en tant que sa femme de chambre personnelle, elle passe plus de temps avec lui que Ross et prétend avec suffisance qu'il est en réalité une personne très affectueuse. La main de Ross se crispe en un poing serré tandis qu'elle bouillonne intérieurement, sachant que Gyoru excelle à la provoquer en soulignant la froideur du comte à son égard. Inventant une excuse hâtive, Ross s'éloigne en prétendant avoir oublié quelque chose dans le bureau, pensant que la vraie Rose aurait été dévastée par les paroles de Gyoru. En partant, Ross réfléchit froidement que, malheureusement pour Gyoru, elle n'est pas la vraie Rose. Les lourdes portes ornées du bureau se referment derrière elle en un clic. Essuyant une larme, Ross décide de laisser Gyoru continuer de sourire et de vouloir tout ce qu'elle possède. En entrant dans le bureau, elle découvre des papiers éparpillés chaotiquement sur le sol. Elle soupire devant le désordre en commençant à ramasser les documents éparpillés. En organisant les papiers, elle se demande voix haute si le vent les a dispersés partout. Un passage choquant révèle un complot visant à tuer le grand-duc de manière définitive, ne laissant aucune place au doute, contrairement à l'ancien empereur qui était soupçonné d'avoir été empoisonné. Lisant la suite avec horreur, Ross découvre que le plan est d'utiliser un incident récent pour détruire la réputation du grand-duc Artem, afin que personne ne s'oppose à son exécution. Elle recule sous le choc, laissant tomber les papiers tandis que les mots terrifiants s'imprègnent.
S'effondrant sur le sol en panique, elle réalise qu'il cible le grand-duc et débat frénétiquement si elle doit le prévenir ou sauver sa propre vie. Bang! Les portes sont soudainement ouvertes avec fracas par un homme aux cheveux sombres. Le comte entre en tempête, exigeant avec colère de savoir ce que Rose fait dans son bureau après avoir été informé par une fille nommée Doana. Réfléchissant vite, Rose se détourne d'une fenêtre ouverte avec un sourire lumineux et innocent. Elle explique calmement qu'elle est venue chercher un livre et a trouvé ses papiers dispersés par le vent, tout en se disant d'agir naturellement. Le comte la regarde avec suspicion, notant son comportement pressé et proposant d'aider à nettoyer, ce qui fait se crisper Rose. Clac! Alors qu'il tend la main vers un document, Rose le lui arrache, lui criant de retirer sa main. Il demande furieusement si elle a lu le papier avant d'exiger de savoir pourquoi elle était dans son bureau sans permission. Bien que surprise, Rose ment calmement en disant qu'elle a ses leçons privées dans le bureau et qu'elle est entrée sans réfléchir. Elle poursuit son excuse de fermer la fenêtre et le comte concède intérieurement qu'il lui avait bien dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Frustré, le comte admet qu'il a été négligent mais lui interdit d'entrer à nouveau dans le bureau, la laissant partir avec un avertissement. Alors que Rose s'inquiète pour ses leçons, le comte lui dit de reposer sa main blessée et qu'il la reverra plus tard avant de partir. Avec un soupir de soulagement, Rose est laissée seule pour méditer sur sa prochaine action concernant le grand-duc Artem. Ce soir-là, Rose et le comte sont assis aux extrémités opposées d'une longue table, dînant dans un silence tendu. Le comte jette un regard pensif à Rose, de l'autre bout de la table. Ils proposent un voyage ensemble dans une semaine, mais Rose lui demande froidement pourquoi il n'emmène pas plutôt sa maîtresse. Se demandant s'il essaye de s'excuser de lui avoir blessé la main, elle décline l'offre, affirmant qu'elle a déjà des projets. Le comte est perplexe devant son comportement, se rappelant qu'elle faisait toujours des histoires pour son anniversaire, et se demandant pourquoi elle fait semblant d'ignorer le voyage qu'il a suggéré. Rose explique que ses projets incluent une invitation qu'elle a reçue du grand-duc Artem. Clac! Le comte laisse tomber sa fourchette sous le choc, exigeant de savoir si le grand-duc lui a envoyé une invitation à elle seule. Il la regarde intensément, répétant sa question concernant l'invitation qui serait uniquement pour elle. Rose confirme que c'est exact, l'air intrigué par sa réaction intense. Il la pointe du doigt d'un air accusateur, l'interrogeant sur le genre de lien qu'elle pourrait avoir avec le grand-duc, qu'elle n'a jamais rencontré. Intérieurement agacée, Rose minimise l'affaire, expliquant qu'elle l'a rencontré à l'enchère en cherchant son cadeau. Le comte est déconcerté, trouvant étrange qu'elle lui achète un cadeau, après avoir prétendu ne pas connaître son anniversaire. Il conclut avec suffisance qu'elle fait juste semblant de s'en moquer pour attirer son attention et décide généreusement de laisser passer. Le comte médite sur le fait que le grand-duc n'ait invité que Rose à un banquet, mais décide finalement que les motivations du duc n'ont pas d'importance. Avec un sourire charmant, il suggère qu'ils fassent leur voyage une autre fois, annonçant qu'il aimerait également assister au banquet du grand-duc. Un sourire sinistre traverse ses lèvres alors qu'il considère la fête comme une grande finale pour le duc. Un flashback montre Jioru marchant dans un couloir, se souvenant qu'elle ne rendait visite au comte que quelques fois lorsqu'elle ne pouvait pas dormir. Dans le souvenir, le comte étreint Jioru, lui disant de le trouver quand elle en aura besoin, tandis qu'elle se moque en privé de lui pour n'être qu'un chevalier de bas rang. Une Jioru irritée repousse une autre servante, se plaignant d'être en retard pour une convocation. Jioru, maintenant identifiée comme Doana, fait irruption dans la chambre du comte, mais il la réprimande sévèrement pour son retard. Doana invoque une course soudaine, mais le comte lui rappelle qu'elle lui est exclusivement assignée et ne devrait rien faire d'autre. Feignant l'innocence, Doana dit que la comtesse lui a confié la... Le comte écarte le sujet de sa femme, tirant Doana dans une étreinte et lui disant de faire exactement ce qu'il dit. De retour au présent, 4 jours avant le banquet, Rose étudie une liste de nobles souhaitant avoir des caméras pour connaître leur visage. Rose échafaude une stratégie pour sa première soirée mondaine, identifiant la duchesse Bella et Tertia, la mère d'Eric, comme 2 personnes à surveiller, bien qu'elle sache que Tertia la déteste déjà. Frustrée, elle s'effondre sur son bureau, se lamentant sur le document secret et souhaitant être une protagoniste astucieuse capable de résoudre de tels problèmes avec aisance. Le comte la surprend par derrière, remarquant qu'elle était si absorbée dans ses pensées qu'elle ne l'a même pas vue entrer. Alors qu'il tend une main gantée vers elle, elle lève les yeux vers lui avec une expression surprise. Il retire brusquement sa main, précisant qu'il n'essayait pas de lui prendre la main. Pointant un cadeau sur son bureau, il lui ordonne de lui donner le présent d'anniversaire qu'il sait qu'elle a acheté pour lui, la laissant se demander pourquoi il le réclame soudainement. Rose prétend qu'elle n'a pas pu préparer de cadeau, mais le comte pointe la boîte,
démasquant son mensonge. Clac. Le comte lui saisit le bras avec rage, furieux qu'elle ait ignoré son anniversaire tout en préparant un cadeau pour le grand-duc, l'accusant de déshonorer le nom de la famille. Abasourdi, il porte la main à sa joue où elle l'a giflé et exige de savoir ce qu'elle pense faire. Rose se défend avec passion, expliquant qu'elle est ignorée par la société et qu'elle veut simplement offrir un cadeau de remerciement à la seule personne qui l'a invitée. Serrant le cadeau contre sa poitrine, elle réfléchit à la façon dont la Rose originale a lutté si désespérément, juste pour gagner l'amour d'Eric. Tandis que leur carrosse cahote, ils sont assis aux extrémités opposées dans un silence profondément inconfortable. Résignée à la course inconfortable, Rose s'apprête à descendre de la calèche, mais trébuche sur ses propres chaussures élaborées. Elle panique en tombant en avant, terrifiée à l'idée de salir sa robe avant même d'arriver. Elle réalise avec effroi que si elle tombe, elle devra rentrer chez elle et manquer entièrement le banquet. Juste au moment où elle est sur le point de toucher le sol, un homme blond en uniforme officiel la rattrape dans ses bras. Levant les yeux, elle est choquée de voir le grand-duc Artem, qui sourit et la salue en tant que comtesse Wens. Alors qu'elle le remercie et qu'il lui offre son bras en guise d'escorte, le comte apparaît soudainement, lui saisissant la main et déclarant que sa femme n'en a pas besoin. Le comte tire Rose à ses côtés, disant d'un ton accusateur au grand-duc que son inquiétude suggère un intérêt pour sa femme. D'une prise ferme, le comte saisit le poignet du grand-duc, l'empêchant d'atteindre Rose. Le grand-duc sourit froidement, répliquant qu'il n'offre son aide que parce que le comte lui-même semble si désintéressé. UGH, le comte pousse brutalement la main blessée de Rose, la faisant crier de douleur. Le grand-duc réprimande le comte pour sa cruauté, lui disant qu'il devrait montrer un peu de sollicitude envers sa femme quand elle est clairement blessée. Avec un regard menaçant, le comte tire Rose à part, annonçant qu'il passera du temps de qualité avec sa femme avant leur départ. Le grand-duc les regarde partir, suggérant pensivement que le comte devrait s'occuper de ses autres invités distingués. Se penchant près, le comte murmure une menace, admettant qu'il joue le rôle d'un gentleman, mais qu'il préférerait couper la langue insolente du duc. Il renvoie le grand-duc comme un jeune inexpérimenté, le prévenant de ne pas attirer l'attention sur lui au banquet. Tandis que le comte s'éloigne, le grand-duc le regarde partir fulminant. Ce salaud pompeux. Le comte se retourne et pointe d'un geste impérieux Rose, lui ordonnant de retourner au manoir et de l'attendre sans faire de scène. Debout, l'air abattu, à côté d'un préposé, Rose ne peut croire qu'elle a été contrainte d'entrer seule dans la grande salle de banquet. Tandis que l'annonceur présente la comtesse Rosée de la maison Wens, elle prend une profonde inspiration et se dit de ne pas être nerveuse. Une femme aux cheveux bruns, tenant un éventail rouge, sourit d'un air narquois dans la foule, commentant méchamment l'arrivée de Rose. Rose reste isolée tandis que les cruels murmures des autres invités l'entourent, se demandant pourquoi elle est là, et la jugeant pour son manque de fierté. Une page de crédit stylisée interrompt brièvement le cours de l'histoire. Marchant à travers la mer de regards jugeants, elle constate que se faire des amis s'avère bien plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. D'un pas déterminé, elle traverse le grand hall, refusant de céder pour l'instant. S'approchant d'une table de rafraîchissement, elle décide que sa première action est de prendre quelque chose à manger et d'attendre qu'une opportunité se présente. Alors qu'elle tend la main pour prendre un verre, ses yeux s'écarquillent de surprise devant quelque chose juste hors de vue. Le grand-duc Artem apparaît devant elle, lui tendant une coupe de champagne avec un doux sourire. Il touche une broche sur son uniforme, une expression pensive sur son visage. Réalisant qu'il a dû se souvenir de sa blessure de plus tôt, elle sourit avec gratitude et le remercie de l'avoir rattrapé. Il balaye ses remerciements d'un sourire, puis pose une question pointue, comment a-t-elle su que le collier larme de lune était un faux? Rose s'inquiète, sachant qu'elle ne peut absolument pas avouer la vérité, qu'elle l'a lu dans un roman. Pensant vite, elle ment en disant qu'elle avait entendu que la vraie larme de lune brillait en rouge sous les lumières, et que la pièce aux enchères ne le faisait pas, le surprenant par son raisonnement simple. Elle tente de clore la conversation en déclarant qu'il n'existe qu'un seul collier authentique, et en lui demandant d'en rester là. Tandis que la musique emplit la salle, elle décide qu'elle doit s'échapper avant que la situation ne devienne plus compliquée. Elle fait une révérence et souhaite au duc une bonne soirée, se retournant pour sortir. Regardant autour d'elle nerveusement, elle tente désespérément de trouver un moyen d'échapper à la danse, souhaitant pouvoir trouver Eric. Un homme aux cheveux sombres s'approche de Rose, lui demandant si elle cherche son mari, avant d'ajouter sarcastiquement qu'il est occupé avec une autre femme. Dansant maintenant avec le grand-duc Artem, elle le regarde dans les yeux et boute intérieurement de rage que son mari soit inutile.
Le grand-duc sourit charmamment, tandis qu'elle s'inquiète intérieurement de son manque de pratique de la danse, n'ayant jamais appris en Corée. Alors qu'il la stabilise après une quasi-chute, elle lève les yeux surprise et se demande s'il est prévenant. Un montage romantique les montre tous les deux dansant gracieusement. Perdus dans l'instant. Une fois la danse terminée, elle fait une révérence polie, remerciant le duc de son temps. À proximité des femmes nobles médisent cruellement, se moquant de sa danse maladroite et se demandant si elle est même une vraie débutante. Alors qu'elle s'éloigne de la piste de danse, les femmes continuent de murmurer que le comte doit être épuisé par elle. Boum! Le comte lui attrape soudainement le bras, exigeant furieusement de savoir pourquoi elle danse avec le duc au lieu de se faire discrète. Il poursuit sa diatribe, l'accusant de tenter désespérément d'attirer son attention avec cette danse. Sa main tremble alors qu'elle réalise avec consternation qu'il la voit toujours comme une femme désespérée de son affection. Elle le dévisage avec un regard de défi, le moment suspendu dans l'air tendu entre eux. Il la tire soudainement dans une étreinte rude, la narguant que c'est ce qu'elle aime, tandis qu'elle recule intérieurement devant sa folie. S'approchant, il dit d'un air suffisant qu'il comprend sa frustration, lui demandant si elle lui a manqué, puisque cela fait 3 semaines. Au moment où il propose de se rattraper, clac, elle le frappe au visage, le laissant stupéfait, et se tenant la joue. Détournant le regard avec dégoût, elle prétexte qu'ils ont tous deux trop bu. Déclarant qu'elle va se reposer, elle tourne les talons pour partir, tandis que le comte la regarde, choqué. Il crie « Attends !» mais elle l'ignore, s'éloignant à toute vitesse dans la nuit. Courant à travers le jardin, elle pense que quelque chose cloche, comme s'il l'avait évité dernièrement. Le comte la regarde s'éloigner, agacé que les choses commençaient à devenir intéressantes, tandis que la femme de chambre d'Ohana sourit en arrière-plan. Il sourit en coin, décidant de ne pas s'attarder là-dessus, et de se concentrer plutôt sur ses plans. Submergée par le dégoût, elle s'assied sur un banc quand soudain elle halète, s'étouffant et appelant à l'aide. Elle s'effondre, entendant un son mourant et tentant frénétiquement de bouger, se demandant si c'est son destin de roman tragique. Sa vision s'obscurcit tandis qu'elle panique, déterminée à ne pas laisser sa seconde vie se terminer si bêtement. Le grand-duc Artem sort de l'ombre, l'appelant prudemment. Il retire sa main ensanglantée, reconnaissant qu'il est malpoli de la lui offrir. Elle le regarde avec suspicion, l'accusant sans détour d'avoir tué quelqu'un. Le grand-duc est amusé par son accusation, tandis qu'elle explique qu'elle a entendu un cri. Il se tient calmement, réfléchissant qu'une mort à sa propre fête ne ferait que nuire à sa réputation. Regardant sa main ensanglantée, il concède que son apparence l'a naturellement mené à cette conclusion. Avec un sourire rassurant, il l'invite à l'accompagner afin qu'il puisse lui montrer la vérité. Il l'amène à une clairière jonchée de taches de sang, où elle lui demande ce qui s'est passé. Il explique qu'il vient de sauver le marquis Bled, qui était attaqué par un monstre. Un flashback le montre combattant une bête vicieuse, tandis qu'il explique le sang éclaboussé sur lui, et que la créature a fui en l'entendant. À cet instant, des gardes arrivent, leur chef criant que le duc est un meurtrier et ordonnant son arrestation. Un homme plus âgé, le duc Félix, apparaît avec un air suffisant, déclarant qu'il savait que le duc Artéum irait trop loin un jour. Le duc Félix le condamne pour avoir tué un ami proche de sa majesté, tandis que le duc Artem écoute avec une expression sombre. Les yeux du duc Artem se plissent, alors qu'il réalise que toute la situation était un piège délibéré. Il se place instinctivement devant Rose, la protégeant tandis que les gardes se rapprochent. S'avançant avec une nouvelle détermination, Rose se prépare à parler à sa défense. Le duc Félix pointe un doigt accusateur, exigeant de savoir de quel droit elle s'ingère. Rose s'adresse audacieusement à la foule, déclarant qu'elle a vu le duc sauver le marquis Bled d'un monstre. Quoi ? Le duc Félix est complètement sidéré, balbutiant incrédule qu'il y ait eu un témoin. Les badauds murmurent avec confusion, ne s'étant rassemblés que parce qu'ils avaient entendu que quelque chose était arrivé au duc. Le duc Félix regarde Rose avec suspicion, se demandant pourquoi elle était dans le jardin avec le duc, au lieu d'être au banquet. Il fait un geste vers sa robe sale, confiant qu'elle reculera pour protéger la réputation de son mari. Rose réalise qu'il essaye de la discréditer et de la rejeter avec le duc accusé. Feignant la détresse, elle couvre son visage et sanglote, affirmant qu'elle s'est perdue dans le jardin après être sortie avec son mari. Dans un récit dramatique, elle explique qu'un monstre est apparu et que le duc l'a sauvée, affirmant qu'elle serait morte autrement, ce qui pousse un duc Félix furieux à demander où est allé le monstre. Le duc Artem balbutie une excuse, affirmant que le monstre a disparu pendant qu'il allait chercher de l'aide pour le marquis. Rose couvre sa bouche, cachant un sourire rusé et triomphant. Le duc étouffe un rire, clairement amusé par sa performance pleine d'esprit. Dans un flashback furieux,
le duc Félix maudit ces hommes, révélant qu'il leur avait ordonné de ne laisser aucun témoin. Alors que la foule murmure sa conviction en l'innocence du duc, un duc Félix en sueur panique, se demandant comment gérer cette tournure inattendue du monstre. Le duc Félix remercie formellement Ross, qui se rappelle intérieurement qu'il est une figure puissante et impitoyable qui trahira finalement sa famille. Soupçonnant que son propre mari est le vrai coupable, Ross demande expressément au duc Félix de transmettre ses salutations au comte Wentz. Dans le jardin tranquille, elle réfléchit que, bien qu'ils aient survécu à la crise immédiate, le danger est loin d'être terminé. Agacée, Ross se demande pourquoi le grand-duc Artem la suit toujours alors qu'elle essaye de s'éloigner. Pouah! Elle s'arrête brusquement sur le sentier du jardin, sa patience s'amenuisant. Il se penche près d'elle, disant à Ross, surprise, qu'il est juste curieux à son sujet. Il lui demande pourquoi elle a choisi de le croire et de l'aider, alors qu'elle aurait pu simplement se retirer de tout ce désordre. Elle se souvient de sa redoutable réputation, mais aussi qu'il, à son tour, lui avait fait confiance. Touchée par le souvenir, elle sourit avec une chaleur sincère. Il écoute attentivement tandis qu'elle explique son raisonnement. Elle explique avec un sourire confiant qu'elle lui rendait simplement la pareille à sa manière. Lui touchant doucement la joue, il promet d'exaucer toute demande qu'elle aurait, car c'est elle qui lui a sauvé la vie. Elle recule, embarrassée, insistant que ce n'était pas du tout sa motivation pour l'aider. Saisissant l'occasion, elle lui attrape le bras et demande désespérément son aide pour obtenir le divorce. Le duc est surpris par sa demande, bien qu'il reconnaisse en privé que son mari Eric est un homme terrible. Elle explique avec détermination qu'elle veut corriger ses erreurs stupides et enfin vivre sa vie différemment. Alors qu'il lui lance un sourire amusé devant sa déclaration, elle insiste sur le fait qu'elle est parfaitement sérieuse. Il lui prend la main, convenant que c'est une sage décision qui plaira sûrement à ses parents. Il l'interroge sur son lien avec le comte de Servia et elle confirme qu'ils ont une relation d'affaires. Son expression devient sombre alors qu'elle est perdue dans ses pensées. Elle se souvient comment ses parents l'avaient attendue avec amour pendant 3 longues années pour son retour, malgré les choix stupides qu'elle avait faits. Avec un sourire plein d'espoir, elle lui demande d'envoyer un message à ses parents pour leur dire qu'elle leur rendra visite bientôt. Il lui demande quand elle compte demander le divorce, et elle répond fermement « dès que possible ». Il explique que le processus de divorce est assez simple de nos jours, ne nécessitant que des papiers signés, et il songe qu'il ne peut pas faire grand-chose pour l'aider. Elle lève les yeux avec une expression incertaine, réalisant que son chemin n'est pas si simple. Dans un tournant surprenant, elle baisse la tête et demande s'il pourrait lui prêter de l'argent. Il éclate de rire devant sa demande imprévisible, tandis qu'au loin, son mari, le comte, les observe avec une expression sombre. Une voix furieuse crie soudain Rose. Ah! Les surprenant tous les deux. Le comte se précipite vers eux, exigeant de savoir quel genre de désordre elle est en train de faire maintenant. Il menace de partir sans elle, mais en voyant la marque sur son cou et sa chemise froissée, Rose comprend exactement ce qu'il a fait. Affichant un sourire pour le duc, elle dit qu'elle doit partir, mais demande s'ils peuvent continuer leur conversation plus tard. Il accepte, promettant d'envoyer quelqu'un à la propriété de sa famille bientôt pour prendre des dispositions. Elle panique, agitant frénétiquement les mains et le suppliant de ne pas le faire. Craignant la jalousie obsessionnelle de son mari, elle décide qu'il est plus sûr qu'elle contacte elle-même le duc. Faisant un rapide signe d'adieu, elle s'enfuit pour rattraper son mari. Sa voix résonne des arbres, appelant Eric à l'attendre. Le grand-duc Artem la regarde partir, un air sérieux et contemplatif sur le visage. Il rumine sa demande étrange d'argent, se demandant si elle est sérieuse ou si elle cherche juste une excuse pour rester connectée à lui. Debout seul dans la forêt, il réfléchit à la façon inattendue dont elle se comporte, malgré son intelligence. Il se remémore la scène chaotique, impressionné qu'elle soit restée calme et n'ait même pas crié « Froufrou ». Alors qu'il est plongé dans ses pensées, un serviteur s'approche de l'obscurité, annonçant sa présence. Constatant que ses ennemis deviennent plus audacieux, le duc ordonne à son homme de tout nettoyer, ne laissant aucune trace. Avec un léger sourire, il ajoute l'ordre de faire surveiller la comtesse, reconnaissant qu'elle lui a sauvé la vie. Plus tard, de retour à sa résidence, le duc semble complètement épuisé et frustré. Un aide-roue sourit en annonçant une lettre du palais, mais le duc la rejette, attendant clairement un autre message. L'aide-roue fait son rapport au grand-duc, déclarant qu'à part la lettre, il n'y a rien d'autre de notable. Lorsque le grand-duc interroge sur les visiteurs, l'aide lui rappelle qu'il a donné l'ordre de refuser tout le monde, ce qui fait écarquiller les yeux du duc sous le choc. Il se penche en avant, anxieux,
demandant s'ils ont réellement refusé des gens à cause de son ordre frustré. Led le rassure, personne n'est venu, pas même une fourmi. Ailleurs, une Rose nerveuse, déguisée sous une cape brune et une perruque blonde, joint anxieusement ses mains. Debout devant un grand portail, elle craint que le grand-duc ne la reconnaisse pas sous son déguisement et la renvoie. Elle halète, imaginant un scénario encore pire. Dans une rêverie frénétique, elle imagine le grand-duc lui crier dessus, lui jeter des pièces au visage et lui dire de s'en aller. Secouant ses peurs, elle décide qu'elle est allée trop loin pour faire demi-tour et interpelle les gardes. Un garde aux cheveux bruns s'approche, exigeant de savoir pourquoi elle traîne ici. Elle bégaye qu'elle est là pour livrer un objet au grand-duc au nom de son maître, surprenant le garde. Alors qu'elle parle au garde à la porte, l'aide roue du duc apparaît, observant la scène de haut. Avec un sourire accueillant, l'aide roue lui fait signe d'entrer, disant « Par ici, s'il vous plaît ». Maintenant à l'intérieur, Rose demande où se trouve le grand-duc, et l'aide lui demande poliment de patienter un instant. L'aide ordonne à une femme de chambre d'apporter du thé pour leur invité, ce qui pousse Rose à penser « Waouh !». L'aide l'informe que le grand-duc attendait impatiemment son arrivée, la laissant se demander pourquoi il l'attendait. Alors que l'aide lui offre du thé avec un sourire aimable, le grand-duc Artem apparaît dans l'embrasure de la porte derrière lui. Le grand-duc la salue avec un sourire chaleureux, lui faisant remarquer que cela fait un moment, et qu'il pensait ne plus jamais entendre parler d'elle. Pendant ce temps, dans une grande chambre, le duc Félix réfléchit aux événements récents, qualifiant le résultat de honte. Il déplore l'échec de leur plan pour se débarrasser du grand-duc, tandis qu'un autre conspirateur remarque que le comte Wens a une belle épouse. Deux hommes murmurent entre eux, l'un critiquant le comte Wens pour son incapacité à gérer sa propre maisonnée. Un homme spécule que le comte était avec une autre femme, mais un noble plus âgé le fait taire, exigeant le respect. Après des excuses, l'homme plus âgé assure son supérieur que cela ne se reproduira plus. Le subordonné recule de douleur après avoir été discipliné, tandis que son supérieur jure de lui parler sérieusement. L'homme au manteau sombre serre les poings, furieux de l'humiliation qu'il a subie à cause de cette garce. Il fulmine qu'il n'aurait jamais dû laisser cette maudite femme Serbia entrer dans sa maison en premier lieu. Lui lançant un regard sombre, il donne un ultimatum à son subordonné, tout réglé dans un délai d'1 mois. De retour à la résidence du duc, Rose est assise sur un canapé, ayant retiré sa cape. Le grand-duc l'observe, pensant que, peut-être à cause de la perruque, elle ressemble à son chien, Finn. Remarquant quelque chose à propos de ses cheveux, il tend la main pour les toucher, la faisant haleter de surprise. Un souvenir lui revient de lui caressant affectueusement son Golden Retriever, Finn. Retirant la perruque blonde pour révéler ses cheveux roses, Rose dit que ça va tout en se moquant intérieurement de l'idée de ressembler à un chien. Reprenant son calme, elle lui présente une boîte cadeau avant qu'ils ne poursuivent leur conversation. Elle explique avec un sourire qu'elle avait l'intention de lui offrir le cadeau lors du dernier banquet. Se souvenant du chaos de cette nuit où elle était dans ses bras, elle explique que les choses sont devenues trop agitées, alors elle a fini par le garder. Le duc regarde la petite boîte, surpris qu'elle ait préparé un cadeau spécialement pour lui. Elle propose de préparer quelque chose de mieux s'il n'est pas satisfait, mais il lui demande simplement « Pourquoi ?» Avec un sourire léger et curieux, il commence à dénouer le ruban de la boîte cadeau. Il ouvre la boîte pour révéler une magnifique broche en topaze ornée. Examinant le bijou, il note pensivement que, bien que ce ne soit pas un type d'ornement populaire, il est tout à fait élégant. Sous une forme chibi mignonne, elle demande avec enthousiasme s'il l'aime. Il épingle la broche à son gilet, souriant en demandant comment cela lui va. S'approchant, elle propose de le lui arranger, ajustant délicatement sa position. Elle lui demande s'il connaît la signification de la topaze, ce à quoi il répond par une question à son tour, se demandant si elle en a une. Expliquant que la topaze protège la vie et la santé, elle pense à l'intrigue du roman, où il est destiné à mourir bientôt et sent qu'elle ne peut l'ignorer. Le grand-duc la regarde avec une expression perspicace et pensive. Elle déclare fermement qu'elle ne veut pas qu'il meure, et que la broche porte ce sentiment. Elle se demande en privé s'il la croira, sachant que sa mort détournerait les soupçons d'elle. Dans un flashback, elle tend la main vers lui à travers des journaux éparpillés, déterminée à gagner sa confiance et empêcher sa mort. Il fredonne, pensif, un léger sourire sur le visage alors qu'il la regarde. Il se penche plus près, déduisant que si elle sait qu'il va mourir, alors elle doit aussi savoir comment l'empêcher, la laissant stupéfaite. Le grand-duc Artem sourit chaleureusement, l'invitant à commencer son récit. Tic-tac. Dans un flashback de cette nuit-là, Rose se tient près d'une fenêtre,
attendant anxieusement le bon moment. Se souvenant de son plan, elle se rappelle avoir dit à sa femme de chambre qu'elle serait de retour avant le dîner, et avoir supplié la jeune fille effrayée, Jane, de se faire passer pour elle pendant son absence. Le souvenir du visage inquiet de Jane persiste. Son mari entre dans ses appartements avec des médicaments, commentant sa voix affreuse, ce qui fait paniquer Rose intérieurement, se demandant pourquoi il est là, et craignant qu'il ne découvre son absence. Il resserre son étreinte, lui demandant d'un ton menaçant si elle a quelque chose à lui dire. Couac! Il la saisit violemment par le cou. Il réprimande la femme de chambre déguisée pour le déshonneur qu'elle lui a causé, menaçant de lui donner une leçon, alors qu'elle réalise à quel point la vraie Rose a eu de la chance d'être partie. Soudain, une femme blonde entre, l'interrompant pour signaler une affaire urgente. Le comte semble agacé par le timing. Après que la femme blonde insiste sur la gravité de l'affaire, le comte traite sa femme de déception et s'en va, provoquant l'effondrement de la servante terrifiée, soulagée. Seule et secouée, Jane prie pour le retour sain et rapide de sa dame, terrifiée par ce que le comte fera s'il découvre la ruse. De retour au présent, Rose, vêtue en servante, dit au grand-duc que leur première étape doit être de changer l'opinion publique. Elle souligne qu'il est connu comme le boucher de l'Empire. Il demande nonchalamment ce qu'il y a de mal à cela, la poussant à se retourner et à insister que tout y est problématique. Elle se retourne vers lui avec un regard de féroce détermination. Crash! Leur conversation est interrompue alors que Finn le chien bondit, renversant un vase de fleurs tandis qu'une personne invisible crie le nom de Rose. Le grand-duc la rattrape rapidement, la tenant près de lui tandis que les fleurs pleuvent autour d'eux. Il lui demande si elle est blessée, mais elle est plus stupéfaite de réaliser qu'elle flotte. En arrière-plan, son aide aux cheveux roux fait irruption. Furieux contre son chien désobéissant, Finn. L'aide aux cheveux roux s'excuse profusément, tenant le chien joyeux et expliquant qu'il s'était soudainement enfui. Rose mentionne au grand-duc qu'elle a senti son corps se soulever du sol lorsqu'il l'a rattrapé, ce qui a figé l'aide aux cheveux roux dans une panique absolue. Faisant mine de rien, l'aide s'inquiète pour ses vêtements trempés et suggère qu'elle se change, mais elle lui dit que ce n'est pas nécessaire. Elle regarde son tablier mouillé avec une expression pensive. Elle lève les yeux, surprise, alors que le grand-duc torse nu drape son manteau sur elle, lui disant qu'il ne veut pas qu'elle prenne froid. Tandis que Finn lui grimpe dessus en jouant, l'aide réprimande le grand-duc pour avoir utilisé la magie. Mais le duc réplique, demandant ce qu'il aurait dû faire d'autre. Touchée par sa sollicitude, Rose serre le manteau et décide qu'il est préférable d'accepter sa gentillesse. Nouveau entièrement habillé, le grand-duc lui demande d'expliquer comment sa réputation est liée à une condamnation à mort. Rose explique que cela est basé sur des preuves, se rappelant le moment où elle a vu un document dans le bureau de son mari détaillant un plan pour exécuter le duc, en utilisant son infamie comme justification. Elle explique que même lors du dernier banquet, la foule rassemblée semblait attendre l'attaque, suggérant que tout faisait partie du complot. Décidant qu'elle manque de preuves, elle résout de ne pas mentionner l'implication de l'ancienne impératrice pour l'instant. Avec un sourire confiant, elle pose sa main sur son cœur et jure de s'assurer qu'il survive. Le grand-duc réfléchit à son récit, concluant qu'elle cachait quelque chose, et que plus elle en savait, plus sa proximité avec le comte Wentz la mettait en danger. Éclatante de gratitude, Rose le remercie, disant qu'elle sent qu'elle lui doit encore une fois la vie. Un silence gênant s'installe entre eux, alors qu'ils sont assis l'un en face de l'autre à table. Sentant qu'il change de sujet, elle décide de ne pas insister, et aborde maladroitement sa demande de fonds pour le divorce. Prenant une gorgée de thé, le grand-duc l'encourage à énoncer le montant dont elle a besoin sans hésitation. Ses yeux s'illuminent d'espoir, tandis qu'elle demande s'il est vraiment sérieux. Il se contente de hocher la tête en signe d'affirmation tout en sirotant son thé. Pfff. Il crache son thé partout quand, sous une forme chibi mignonne, elle demande avec enthousiasme 10 milliards de res. Avec des yeux grands et sincères, elle clarifie qu'elle ne demande pas la charité et promet qu'elle peut rembourser chaque pièce. Il la regarde, stupéfait et silencieux, tandis qu'elle répète sérieusement sa demande. Il considère la somme, pensant que c'est assez d'argent pour gérer tout un quartier commercial. Elle l'observe avec une anticipation pleine d'espoir, tandis qu'il contemple silencieusement son énorme demande de 10 milliards. Elle admet nerveusement que c'est une somme importante, mais il accepte soudainement, la faisant crier sous le choc. Elle le fixe avec une incrédulité totale, se demandant s'il va vraiment lui prêter l'argent si facilement. Il accepte de lui prêter l'argent, mais seulement à condition qu'elle réponde à une question pour lui. Se penchant en avant avec intention, il la pointe du doigt, alors qu'il se prépare à énoncer sa condition. Dans son imagination, elle se voit en femme d'affaires chic,
annonçant fièrement son projet d'ouvrir un grand magasin, ce qui laisse le duc momentanément sans voix. Intrigué, il se penche en arrière avec un léger sourire et lui demande d'expliquer son plan plus en détail. Dans une jolie fantaisie chibi, Rose joue le rôle d'une enseignante, expliquant le concept de grand magasin au grand-duc. Elle précise que c'est un lieu qui regroupe plusieurs boutiques sous un même toit pour la commodité du consommateur, ce à quoi le duc Chibi ne peut que répondre. Rose explique qu'actuellement, les gens doivent faire leurs achats ou embaucher de l'aide individuellement, mais son grand magasin leur permettra de rivaliser facilement avec les marchés existants. Révélant son modèle économique, elle déclare qu'au lieu de facturer un loyer, elle prendra un pourcentage des ventes en guise de commission. Elle poursuit, déclarant que le magasin proposera des produits haut de gamme vendus avec une marge de 30%, privilégiant le luxe à la gestion directe de la qualité. Le grand-duc examine son plan, pensant que des prix plus élevés et l'exclusivité sont parfaits pour la noblesse vaniteuse. Une poignée de main symbolique, ornée de bijoux raffinés, scelle leur accord commercial. Clignant de l'œil avec confiance, Rose lui demande si 10 milliards de raies est un investissement qui en vaut la peine. Le grand-duc sourit avec satisfaction, les bras croisés, ayant clairement pris sa décision. La scène se déplace vers l'extérieur d'un grand domaine au crépuscule. Rose, encapuchonnée, jette un œil nerveux derrière une haie, étant enfin de retour. Elle s'inquiète que sa réunion ait trop duré, et espère que sa femme de chambre, Jane, est en sécurité, notant que les lumières de la maison sont éteintes. Pouf! Une main lui attrape soudainement l'épaule par derrière, la faisant halter de terreur. Un homme aux cheveux noirs et aux yeux rouges la fait taire, et elle le reconnaît d'un murmure. Cerne? Cerne la prend rapidement dans ses bras, promettant d'être silencieux et lui demandant de patienter un instant. Tape, tape. Ses pieds atterrissent silencieusement sur un chemin de pierre alors qu'il la porte à travers le domaine. Une fois à l'intérieur, toujours dans ses bras, Rose demande discrètement à Cerne si quelque chose s'est passé pendant son absence. Dans un flashback, une femme de chambre effrayée serre son cou, suppliant silencieusement que la maîtresse ne soit pas informée que le maître a tenté de l'étrangler. Cerne, en uniforme, se remémore l'événement avec inquiétude, convaincu que Rose doit absolument savoir ce qui s'est passé. Il continue de penser que malgré tout, la maîtresse se soucie toujours du maître. Une autre femme de chambre supplie Cerne, arguant que Rose tient à peine le coup, et que la vérité sur l'agression de son mari lui briserait le cœur. Ailleurs, la femme blonde est allongée dans son lit avec le comte Wentz, lui demandant doucement s'il dort. Agacée, elle dévisage son visage endormi, pensant que sa beauté est sa seule qualité rédemptrice. Elle le presse à propos du banquet, soulignant que lui et Rose ne se sont pas parlé, ni même mangé ensemble depuis des jours. La femme blonde suggère cruellement que Rose est fatiguée de lui, ce qui exaspère le comte qui l'a saisi, et jure qu'il ne tolérera pas qu'on lui parle de la sorte. Avec un sourire triomphant, elle écoute le comte déclarer qu'il divorcera de Rose d'ici un mois, se réjouissant secrètement de la nouvelle. Une femme de chambre blonde fait irruption dans la pièce, appelant d'urgence le nom de Rose. Relevant la tête de ses papiers, Rose demande calmement à la femme de chambre. « Doana, qu'y a-t-il » Doana se penche de manière conspiratrice, demandant si quelque chose se passe entre elle et le comte. Avec un sourire placide, Rose écarte ses inquiétudes, disant que le comte boude simplement et qu'elle prévoit de lui parler bientôt. Doana sourit avec suffisance, se moquant en privé de Rose, qui pense que tout va bien, alors que son mari, Eric, planifie déjà leur divorce. Lorsque Doana mentionne que son propre mari n'a jamais été comme ça, Rose marque une pause, une lueur de curiosité dans les yeux. Doana se perd dans une rêverie trouble à propos de son gentil mari de sa vie antérieure. Revenant au présent, Doana conseille Rose de faire en sorte que le comte vienne à elle en premier, une suggestion que Rose considère silencieusement. Rose répond froidement que Doana n'est pas vraiment en position de lui faire la morale sur de tels sujets. Doana feint l'amitié, disant Rose qu'elle peut toujours compter sur elle, mais Rose continue d'écrire, visiblement accablée par la conversation. Intérieurement, Rose se moque de l'offre, pensant que sa dépendance envers Doana est exactement ce que la femme de chambre désire le plus. Dans un autre lieu, une calèche arrive, et un préposé salue le passager en tant que Lord Cédric, ancien comte. Le Lord Cédric, au visage sévère, émerge avec une aura sombre, exigeant que Ross lui soit amené immédiatement. La scène se déplace vers un bureau lumineux et somptueusement décoré. Cédric de Wentz, le père d'Eric, confronte Ross, l'insultant pour son ton insolent et son visage innocent, qui, selon lui rappelle sa mère. Faisant semblant d'être bête, Ross affirme n'avoir aucune idée de la raison de son apparition soudaine, feignant la confusion. Cédric perd son sang-froid, criant que si elle ne peut pas soutenir son mari, elle devrait au moins cesser d'être un fardeau.
Il poursuit sa tirade, lui disant qu'il est fatigué d'être déçu et que son travail est de tenir Eric en laisse et d'être utile à la famille. Il la réprimande pour avoir pris parti dans une situation politiquement sensible, l'accusant de manquer de dignité pour rester neutre, mais elle sait que ses paroles ne sont que une excuse pour la réprimander d'avoir pris le parti du grand-duc au banquet. Ross fantasme de lui crier que son fils est le vrai problème et qu'elle divorce, mais elle réprime cette envie, sachant que cela ne ferait que compliquer les choses. Se reprenant, elle incline la tête et s'excuse, admettant qu'elle ne pensait pas clairement. Cédric ricane, attribuant ses actions à son sang de Servia, alors qu'une aura rouge menaçante entoure Ross. Retenant à peine sa colère, Ross serre les poings et pense qu'elle devrait juste le frapper. Lord Cédric lance un regard perçant l'homme roux au cache-œil alors qu'ils se tiennent face à face. Cédric s'en va, avertissant l'homme que ce n'était qu'un avertissement et que sa prochaine action ne se limitera pas à des mots. Clac! Entendant la porte claquer, Rose se demande si la réprimandée était la seule raison de sa venue. Alors qu'il marche dans le couloir, Cédric demande à l'homme roux s'il s'est occupé de la mission. L'homme confirme qu'il a laissé ça dans la chambre de Rose comme demandé, ce qui provoque un sourire sinistre chez Cédric, qui pense que cela la fera taire un moment. Dans un autre lieu, un serviteur informe son maître que quelqu'un l'attend à l'intérieur de la pièce. TSK. Un homme roux est allongé sur un divan, pensant qu'il doit résoudre ce désordre, tandis que Jane se tient à proximité tenant des fleurs. Jane jette un coup d'œil dans la pièce, se demandant qui est le visiteur, et ses yeux s'écarquillent sous le choc de ce qu'elle voit. Alors qu'un serviteur annonce l'arrivée de son maître, Jane est stupéfaite de voir que Sir Cerne est venu lui rendre visite. Un noble interroge Cerne sur d'éventuels mouvements inhabituels entre le grand-duc Arthéum et Rose, et Cerne rapporte qu'il n'y en a eu aucun. Le noble lance Cerne un regard suspicieux et scrutateur. Il insiste, demandant s'ils ne se sont pas rencontrés en privé, ce qui déclenche le souvenir de Jane lorsque Dohana l'a interrogé. Prise de panique, Jane craint que Sir Cerne ne révèle que Rose s'est faufilée dehors, et se demande si elle doit intervenir. Tandis que Jane écoute anxieusement, Cerne nie fermement qu'une telle rencontre privée ait eu lieu. Dans un flashback, une femme blonde détaille un complot visant à empoisonner une coupe pour que la princesse Diana l'offre au grand-duc, ce qui l'incriminera lorsqu'elle s'effondrera. Cerne écoute, horrifié, se demandant si l'empereur approuverait un tel plan. Le plan est confirmé avoir l'approbation de l'empereur, la seule condition étant que l'antidote fonctionne pour que la femme ne meure pas. De retour au présent, le noble avertit sévèrement Cerne de s'assurer que la femme ne s'implique pas avec le grand-duc. Avec une expression sombre, Cerne souhaite un bon voyage à son maître. Après le départ du noble, Cerne se retourne pour trouver Jane cachée derrière des caisses, et lui demande si elle a tout entendu. Jane comprend pourquoi il l'a aidée, et lui demande, craintive, s'il est là pour la faire taire, mais Cerne reste silencieux. Avec un calme surprenant, Jane dit qu'elle n'aurait pas peur, même si elle devait mourir maintenant. Elle dit à Cerne que la chose la plus effrayante est de ne plus pouvoir faire confiance à personne. Cerne interpelle Jane, mais elle lui tourne le dos, lui disant de ne plus jamais prononcer son nom ni la regarder. Serrant le poing, Cerne décide de faire ce qui est nécessaire pour le bien de sa dame. La scène se déplace quelques minutes auparavant, montrant la chambre vide et légèrement désordonnée de Rose. La femme de chambre blonde, Dohana, entre dans la pièce, marmonnant qu'elle s'est échappée pour fuir le drame familial. Elle découvre un ensemble de cosmétiques de luxe, avec une note écrite de la main du comte, se demandant si c'est un cadeau pour Rose. Dohana devient suspicieuse, pensant que le comte a une liaison secrète tout en planifiant un divorce. Agacée, elle décide d'utiliser elle-même les cosmétiques, se moquant que Rose ne les apprécierait de toute façon pas. Après avoir appliqué un peu de crème, elle trouve qu'elle ne semble pas convenir à sa peau. Dohana se regarde dans un miroir, mais son reflet n'a pas de visage. Crash! Le pot de crème lui échappe des mains et se brise sur le sol. Kiaï! Un cri perçant éclate derrière la porte, faisant se demander quelqu'un d'où il vient. Thump! Rose fait irruption par les portes, demandant frénétiquement ce qui s'est passé. Elle fixe, choque, le visage de Dohana, maintenant couvert d'horribles cloques rouges, s'exclamant « Mon Dieu, ton visage! Qu'est-ce que c'est que ça ?» Une publicité pour d'autres bandes dessinées est affichée. Un médecin s'agenouille pour examiner le visage de Dohana, expliquant à Rose et à un majordome que les cloques sont causées par divers poisons. Dohana lance un regard noir alors que le médecin l'informe que, bien que les cloques disparaissent, il ne peut garantir l'absence de cicatrices. Enragée, Dohana attrape le médecin, l'accusant d'être de connivence avec Rose, juste au moment où le comte Eric se précipite, l'appelant par son nom. Dohana se jette dans les bras d'Eric, pleurant et demandant ce qu'elle est censée faire. Rose reste à l'écart.
totalement confuse par la scène, tandis que le médecin ajuste nerveusement son monocle. Eric tient Doana, confus par sa mention d'un cadeau et niant qu'il lui donnerait jamais une chose pareille. Un regard sombre traverse le visage d'Eric, alors qu'il se demande intérieurement si la récente visite de son père est liée à cet incident. Rose explique que, Doana ayant insisté, elle a fait sortir tous les cosmétiques de sa chambre pour inspection. Pointant la collection de cosmétiques, Rose défie Doana de trouver l'article spécifique qu'elle prétend être un cadeau. Doana se précipite vers le lit et commence à fouiller frénétiquement parmi les articles. Après une recherche frénétique, elle se retourne avec consternation, réalisant que le cosmétique qu'elle cherche n'est pas là. Elle panique, criant que le pot de crème avec la pierre précieuse et la note du compte est le seul manquant. Doana pointe un doigt accusateur vers Rose, lui demandant si elle l'a fait jeter, laissant Rose stupéfaite. Doana accuse Rose d'avoir détruit les preuves, mais le majordome la réfute calmement, déclarant que la dame n'aurait jamais fait une telle chose et qu'un tel ordre n'a jamais été donné. Doana bout intérieurement, se demandant quelle sorte de servante méprisable convoiterait les affaires de la dame, puis recule en tant elle-même traitée de servante méprisable. Soupir. Eric, se pinçant l'arête du nez, déclare que ça suffit, et qu'il va enquêter lui-même sur l'affaire. Le majordome escorte doucement une Rose fatiguée, l'assurant qu'il s'occupera de tout, et elle accepte son aide avec gratitude. En pleurs, Doana se demande quelle chose horrible elle a bien pu faire pour mériter cela, déplorant n'avoir fait qu'utiliser une crème. Le majordome rappelle fermement Doana que la gentillesse de la dame ne lui donne pas le droit d'agir comme si elle était chez elle. Doana ricane intérieurement, estimant que Rose est celle qui ne connaît pas sa place et qu'elle n'est que miséricordieuse en ne prenant pas tout. Alors que Doana tente de crier une réplique, elle est soudainement coupée, son expression figée sous le choc. Le majordome crie de toute urgence à Doana de se ressaisir, car elle semble être dans un état second. Dans le bureau de Cédric, Eric lit une lettre et réalise qu'il a reçu le cadeau que son père a laissé derrière lui. Tandis qu'il écrit, Eric décide de s'occuper de Rose lui-même, pensant qu'il n'était pas nécessaire de recourir aux mesures extrêmes de son père. Ailleurs, Cédric sourit avec mépris, rejetant son fils comme un petit morveux arrogant. Un jeune homme en uniforme rouge reçoit l'ordre de découvrir qui a maintenant la crème empoisonnée. Le majordome demande au jeune homme de s'occuper du nettoyage pour le bien de la dame, mais le jeune homme semble hésitant. Le majordome médite sur ses 30 années au service de Lord Cédric, se remémorant une époque où son maître était un homme perspicace et admirable. Maintenant, voyant les vils stratagèmes dans lesquels Cédric est impliqué, le majordome réalise que sa véritable priorité doit être de protéger Rose, qui souffre. Qui souffre. Il regarde le jeune homme, lui demandant s'il sert aussi la dame avec un cœur loyal. L'air résolu, le jeune homme demande au majordome de lui faire confiance et de l'aider à mettre fin au complot. Dans une autre pièce, un médecin informe Eric que la femme blonde alitée ira bien après un peu de repos. Waouh! La femme blonde demande joyeusement à Eric s'il a entendu la nouvelle, annonçant qu'elle est enceinte. Eric semble stupéfait par la nouvelle d'un bébé, tandis que la femme célèbre et que le médecin observe nerveusement. Sanglots. La femme affirme alors en pleurs que Sir Gwen a tenté de l'agresser alors qu'elle était seule, et qu'elle s'est effondrée après s'être enfuie. Le majordome, Gwen, bout intérieurement de rage face à la fausse accusation, jurant de ne pas laisser la femme s'en tirer avec ses mensonges. Eric ricane, trouvant son histoire incroyable, mais une soudaine réalisation le fait alors marquer une pause. Il lui prend les mains, promettant de s'occuper de Gwen, et lui disant de simplement se reposer. Elle l'embrasse, déclarant qu'il est le seul sur qui elle peut vraiment compter. Gwen se tient incrédule, demandant à Eric de quoi il parle. Pas lourd. Eric le dépasse avec une froide détermination. Avec un sourire sinistre, Eric décide qu'il ne peut pas laisser cette affaire passer simplement. Se tournant vers le fidèle majordome, il assène un coup terrible. « Vous êtes viré !» D'un pas lourd, Eric s'éloigne de Gwen, pensant qu'il ne peut pas laisser ça passer, et déclarant que le majordome est viré. Un Gwen, choqué, balbutie, demandant ce qu'Eric veut dire. Eric ricane, disant à Gwen qu'il a toujours admiré sa nature discrète et sa capacité à feindre l'ignorance ou la connaissance, selon les besoins. Eric relie le silence de Gwen concernant les produits cosmétiques à l'allégation d'agression, déclarant qu'il se fiche de savoir si Gwen a réellement posé la main sur Doana ou non. Pas lourd. Eric s'en va, disant à Gwen que le vrai problème est que sa loyauté va à son père, pas à lui. Il jette un regard en arrière, ordonnant à Gwen de partir immédiatement ou d'être traîné dehors. Rose s'inquiète après avoir appris qu'Eric a fait venir Gwen, craignant que le majordome n'ait des problèmes pour l'avoir protégée. Une femme de chambre fait irruption dans la pièce,
disant urgemment à Ross que quelque chose de terrible est arrivé. Alors que Gwen se tient seule sous la pluie battante, la femme de chambre lui annonce la nouvelle choquante. Le comte a renvoyé le majordome. Inclinant son chapeau sous la pluie, Gwen pense n'avoir aucun regret de quitter un foyer qui a tant changé pour le pire. Sa seule inquiétude est pour sa douce dame, Ross, et si elle pourra endurer sans lui. « Madame !» s'écrie Ross, courant sous la pluie sans parapluie, visiblement bouleversé. Ross sait qu'un domestique renvoyé a peu d'options et, se souvenant de son aide constante, décide qu'elle doit faire quelque chose pour lui. Debout devant lui sous la pluie, elle dit à Gwen que, même s'il n'est plus le majordome en chef, elle a toujours besoin de lui. Avec un sourire lumineux et plein d'espoir, Ross lui parle d'une entreprise qu'elle a planifiée. Elle se souvient avoir appris que Gwen et la famille de sa mère étaient ceux qui avaient sauvé la maison Wens de la ruine. Le faisant face, elle lui demande s'il voudrait bien prêter ses compétences à sa cause une fois de plus. Voyant sa surprise, Ross reconnaît que sa demande est soudaine. Elle lui assure qu'il sera toujours le bienvenu, et lui dit de la contacter quand il sera prêt, le touchant par sa sincérité. Souriant chaleureusement, Gwen incline son chapeau en guise d'adieu, lui disant qu'il s'attend à ce qu'elle soit présidente d'entreprise la prochaine fois qu'ils se rencontreront. Depuis une fenêtre, Eric et la femme blonde observent la scène, elle faisant remarquer l'agitation autour d'un simple adieu. D'après un reflet, la femme blonde pense qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il renvoie Gwen si facilement, et se sent satisfaite d'avoir choisi le bonhomme. Se penchant, la femme blonde encadre le visage d'Eric et lui dit de ne pas s'inquiéter de telles bagatelles, suggérant qu'il termine ce qu'il faisait. Elle l'embrasse passionnément, se jurant à elle-même de ne jamais laisser partir cet homme. De retour dans sa chambre, Rose est séchée par une femme de chambre qui dit avoir été surprise de la voir courir sous la pluie comme ça. Deux autres femmes de chambre expriment leur gratitude, l'une remerciant en larmes leur dame, tandis que l'autre dit qu'elle se sent beaucoup mieux maintenant. Rose, ses cheveux roses tressés proprement, demande gentiment à Jane d'apporter du thé dans sa chambre. Rose explique à Jane que son plan d'affaires doit rester secret pour l'instant, et Jane devine correctement qu'elle doit faire semblant de ne rien savoir. Quand Jane demande si Serène peut être au courant, Rose s'y oppose immédiatement et avec force, surprenant à la fois Jane et elle-même. Jane est troublée par l'étrange atmosphère, s'imaginant dans une scène romantique avec le jeune homme en uniforme rouge. Au moment où Rose est sur le point d'expliquer quelque chose d'important, un coup à la porte les interrompt. Une femme de chambre annonce que le bain de sa dame est prêt, laissant Rose s'interroger sur le timing. La scène se déplace vers une baignoire luxueuse, remplie d'eau scintillante et de délicats pétales de fleurs. En robe blanche, Rose s'approche de la baignoire, confuse par les fleurs et se demandant ce qui se passe. Soudain, Eric apparaît derrière elle, lui chuchotant pour lui demander si elle aime la surprise. Maintenant assise dans la baignoire, une Rose surprise exige de savoir pourquoi il est là, ce à quoi il répond calmement « Pourquoi pas ?» L'expression de Rose se tourne vers le dégoût, alors qu'elle pense à la façon dont il était avec une autre femme il y a quelques instants. Un souvenir douloureux refait surface de son mari de sa vie passée, Lee Do-yoon, qui ferait l'amour à d'autres femmes et l'oublierait sans hésiter. Les larmes aux yeux, elle établit un parallèle entre son passé et son présent, pensant que Do-yoon était son monde entier, tout comme Eric est maintenant celui de Ross. Eric suggère qu'ils aillent au lit, mais Ross recule, lui disant de s'en aller. Les larmes aux yeux, elle lui ordonne d'éloigner d'elle son corps souillé, qui venait d'être avec une autre femme. Eric se tient au-dessus d'elle, lui demandant si elle les considère même comme mari et femme. Saisissant sa robe, Ross rétorque avec colère qu'il n'aurait pas dû venir la voir, en portant encore les traces d'une autre femme. Eric se retourne avec colère et choc, réalisant que l'autre femme a dû révéler leur liaison. Bang! Il claque la porte en sortant, criant qu'elle peut faire ce qu'elle veut, mais que ce sera elle qui reviendra en rampant de regret. Seule et trempée, Rose essuie une larme, frustrée d'elle-même de pleurer pour un homme qui n'est même pas son amour passé, et d'être incapable d'oublier le passé. Submergée par l'atmosphère étouffante de la maison, Rose fixe le lointain et se résout à se libérer de tout cela. Dans les quartiers des domestiques, une femme de chambre senior rappelle la femme blonde que la maîtresse est souffrante et qu'elle est une femme de chambre personnelle du comte et de la comtesse. La femme blonde sourit, annonçant qu'elle est enceinte de l'enfant du comte. Quand l'autre femme de chambre exprime son incrédulité, la femme blonde rit, insistant sur le fait que c'est vrai et que le comte lui-même l'a confirmé. Crac! Alors qu'elle conseille la femme de chambre de prendre son parti, une main la gifle soudainement au visage, la faisant crier de douleur. La femme blonde, Dohana, lève les yeux avec une froide détermination, se demandant ce que ce tournant signifie pour son avenir.
Plus tard, Doana apporte du thé à Ross au lit, lui demandant avec condescendance pourquoi elle continue de charger les autres, au lieu de prendre soin d'elle-même. Ross bout intérieurement, pensant que sa tête tourne déjà par manque de sommeil, sans avoir à supporter ce harcèlement. Doana dit à Ross de faire en sorte que d'autres domestiques s'occupent d'elle à partir de maintenant, expliquant qu'elle-même doit être prudente. Prenant une gorgée de thé, Rose demande calmement si quelque chose se passe. Avec un sourire radieux, entouré d'un fond floral, Doana révèle joyeusement « Je suis enceinte ». Rose réalise que la situation se répète, tout comme dans sa vie passée, et demande mentalement à Doana qui est le père. Doana informe avec suffisance Rose que le père a promis qu'il s'occuperait des choses avec sa femme. Folle de joie, Doana ajoute qu'il prévoit de faire d'elle la comtesse, pas seulement sa maîtresse. Doana rêve de devenir la comtesse Doana, déclarant que Rose devra s'effacer pour qu'elle puisse se faire sa propre place. Tenant les mains de Rose, Doana justifie ses actions en disant que le cœur d'une personne ne peut être empêché de s'égarer. Les deux femmes sont assises ensemble sur le lit, Doana souriant triomphalement pendant que Rose la regarde. Doana pense que, bien qu'elle espérait que ce mariage serait une évasion, les souvenirs misérables de sa vie passée alimentent une colère en elle. Rose pose sa tasse avec fracas et demande si Doana ressent de la culpabilité, ce qui pousse Doana à exiger avec colère des excuses pour les rumeurs qu'elle a dû endurer. Doana crie que leur mariage n'était pas basé sur l'amour, et que Rose n'a aucun droit d'être amère, alors qu'elle n'a fait que tomber par chance pour devenir comtesse. Clac. Rose gifle furieusement Doana au visage. Tenant sa joue douloureuse, Doana la regarde avec incrédulité complètement stupéfaite. Bang! Un homme qui semble être Eric fait irruption dans la pièce, exigeant de savoir ce qui se passe. Ouah! Doana court immédiatement dans ses bras, appelant son seigneur. Pleurant sur sa poitrine, Doana prétend faussement que la dame s'est soudainement emportée et l'a frappée sans raison. Reposant au lit, Ross caresse le visage d'Eric et le félicite, disant qu'il sera enfin le père qu'il a toujours voulu être. Eric tient Doana et se moque de Ross, la traitant de femme vicieuse et jalouse, ayant perdu son propre enfant par sa propre négligence. Ross craque, lui criant s'il est fou, tandis qu'un souvenir montre une femme âgée bouleversée étant réconfortée, et la narration condamne la cruauté d'Eric envers Ross. Pif! Eric jette furieusement un oreiller, ordonnant à Ross et Doana de partir immédiatement. L'air abasourdi, Eric réprimande Ross pour avoir dépassé les bornes, après lui avoir donné du répit. Tenant un oreiller défensivement, Ross déclare que si c'est ainsi, alors il devrait divorcer. Tandis qu'Eric réconforte Doana, Ross observe avec une froide satisfaction, pensant qu'elle l'a enfin poussé à exiger le divorce en premier. Eric tourne le dos à Ross, disant à Doana de l'ignorer alors qu'ils s'en vont. Entouré d'un fond floral, Ross accepte calmement « Divorçons ». Un sourire confiant se dessine sur son visage, alors qu'elle décide qu'elle est fatiguée de vivre avec un mari volage. Eric se moque de ses paroles audacieuses, la prévenant de ne pas revenir dessus, mais Ross déclare fermement qu'elle ne le fera pas et quittera la maison sur le champ. Plaf! Désormais seule, Ross claque sa tasse de thé, enragée que plus elle y pense, plus elle s'exaspère. En sirotant son thé, elle se sent soulagée qu'Eric ne puisse pas revenir sur le divorce, mais elle s'inquiète ensuite de n'avoir nulle part où aller, imaginant la réaction de ses parents. Elle déplore avoir même essayé d'assister à des banquets pour nouer des contacts en prévision de cette situation exacte, qualifiant son mari d'inutile. Alors qu'elle sirote son thé, un homme blond vêtu d'une cape bleue ornée s'approche silencieusement d'elle par derrière. Sursaute, Ross lève les yeux et s'exclame « Des ducs !» alors qu'il lui demande à quoi elle pensait tant qu'elle n'a pas entendu son salut. Avec un doux sourire, Ross explique au duc qu'elle vient de quitter la maison de son mari. Elle commence à expliquer qu'elle est partie pour l'instant, mais sa voix tremble alors qu'elle verse des larmes. Alors que la tête de Ross s'affaisse de détresse, elle se demande ce qu'elle devrait faire ensuite. Crash! La tasse de thé se brise alors que Rose s'évanouit, et le duc la rattrape, appelant frénétiquement son nom. Le duc tient Rose inconsciente dans ses bras, appelant son nom avec alarme. Il réalise que tout son corps brûle de fièvre. Le duc décide d'emmener Rose dans son domaine pour la sécurité, craignant que si les rumeurs de divorce s'ajoutent aux anciens ragots, sa réputation ne soit ruinée. Il la regarde avec une expression de profonde inquiétude et de détermination. Il se précipite vers une calèche, mais un garde tente de l'arrêter, bredouillant au sujet de son état. Le duc tend délicatement Rose à un autre homme, lui ordonnant de l'emmener immédiatement à la résidence Servia. À l'entrée d'un grand manoir, quelqu'un crie qu'ils ne peuvent pas simplement faire irruption. On dit à une élégante femme aux cheveux roses qu'il y a des ordres stricts de ne laisser personne entrer, mais le visiteur insiste sur l'urgence.
La femme aux cheveux roses observe avec une expression sereine, tenant une seule rose. Elle s'interroge sur l'agitation alors qu'une servante arrive en courant, bredouillant que sa dame doit voir qui est arrivé. Elle voit le duc porter Rose, qui est emmitouflé dans sa cape. La femme halète sous le choc, s'écriant « Ciel !» Elle laisse tomber son panier de fleurs avec horreur, criant le nom de Rose. Se précipitant aux côtés du duc, elle demande ce qui s'est passé, et il explique que Rose a une forte fièvre et doit entrer. Un homme, l'air sévère, avec une barbe, apparaît, exigeant de connaître le sens de l'agitation. Et la femme l'appelle Damon. L'homme est identifié comme le comte Servia, le père de Ross. Le comte Servia interpelle sévèrement le duc pour avoir causé du grabuge et amené Ross à sa porte. Le comte tend la main pour prendre sa fille des bras du duc. Il soulève Ross avec précaution, puis ordonne à son personnel d'escorter le duc à l'intérieur et d'appeler immédiatement un médecin. Plus tard, le comte Servia s'assied anxieusement au chevet de sa fille inconsciente. Touchant doucement son front, il déplore qu'elle soit une fille insensée de ne revenir qu'après 3 ans dans un tel état. Le duc réconforte le comte, lui disant de ne pas s'inquiéter, et que le médecin a dit que ce n'était qu'un simple refroidissement. Le comte Servia lève les yeux et remercie le duc pour son aide. Le comte demande ensuite comment cette situation est survenue, et pourquoi le duc lui a personnellement amené Ross. Se remémorant leur conversation, le duc se souvient que Ross lui a dit que son divorce serait bientôt finalisé, et il pense qu'il doit être prudent avec ses mots. Le duc explique qu'il a trouvé Ross seule dans un salon, ce qui pousse le comte à s'exclamer sous le choc qu'elle était sans même un accompagnateur. Avec une expression sérieuse, le duc se prépare à poser une question cruciale au comte. Il regarde le comte Servia dans les yeux et lui demande s'il est prêt à soutenir Ross, quel que soit le choix qu'elle fasse. Le comte se souvient de la misère de sa fille, pleurant chaque nuit, et évitant la société tandis que son mari se comportait de manière scandaleuse. Réfléchissant au jour de son mariage, il conclut que si c'était le chemin qu'elle avait choisi pour le bonheur, alors il doit la soutenir maintenant, et est prêt à accepter n'importe quoi. Le comte Servia dit au duc que soutenir son enfant est le sens même d'être parent. Le comte décide qu'ils écouteront l'histoire de Ross petit une fois qu'elle se réveillera. Dans son lit, les yeux violets de Ross s'ouvrent en battant des cils alors qu'elle reprend conscience. Ses parents se précipitent à son chevet et le comte Servia crie son nom alors qu'elle se redresse. Confuse, Ross se demande où elle est, se souvenant qu'elle s'est effondrée alors qu'elle était avec le duc. Sa mère a les larmes aux yeux, remarquant que Ross a la même couleur de cheveux et un visage similaire au sien. Ouah! La femme serre Ross dans ses bras, pleurant et demandant ce qui lui est arrivé. Ross la serre en retour, minimisant sa situation comme un petit problème avec son mari pour ne pas les inquiéter. Un souvenir remonte à la surface. Ses parents de sa vie passée s'inquiétant pour elle après qu'elle ait rompu des fiançailles et s'être enfermée pendant 1 mois, suppliant leur précieuse étoile de leur dire ce qui n'allait pas. Déterminée à ne plus décevoir personne, elle dit à sa mère que ce n'est rien de suffisamment grave pour les tracasser. Le comte Servia se joint à l'étreinte, serrant sa femme et sa fille dans une accolade chaleureuse et réconfortante. Sentant la chaleur de son père, Ross se souvient de ses parents de sa vie passée et décide de enfin tout leur raconter. Pleurant comme une enfant dans les bras de son père, elle écoute ses parents s'excuser de ne pas avoir vu sa souffrance. Dehors, le duc demande à un homme si sa conversation s'est bien passée, et l'homme confirme avec assurance que oui. Un flashback montre le duc ordonnant à l'homme d'emmener Ross à la résidence Servia, malgré la surprise de l'homme qu'elle ait été éloignée pendant 3 ans. Le duc se contente de sourire, rejetant les préoccupations de l'homme concernant son éloignement. Dans ses pensées, entouré de Rose, le duc réfléchit avec confiance que ses parents ne la rejetteraient jamais. Ailleurs, dans une pièce opulente, une voix crie avec incrédulité. « Quoi ? Le divorce ?» Un homme aux cheveux foncés rit en lisant les papiers de divorce, commentant que, pour une fois, Eric a géré les choses rapidement en les déposant au temple. Il se demande pourquoi son aide de camp, Cern, n'a pas rapporté quelque chose d'aussi important. Un aide explique nerveusement qu'il y a un problème, et l'expression de l'homme s'assombrit alors qu'il exige de savoir ce que c'est. L'aide révèle qu'une rumeur se propage parmi les domestiques selon laquelle le comte Eric a un enfant. L'homme froisse les papiers, furieux qu'Eric cause un tel désordre juste avant le divorce, surtout que l'enfant n'est pas celui de Rose. La vérité est révélée. L'enfant appartient à une servante nommée Dohana. Clac! En rage, l'homme frappe son poing sur le bureau et crie que la servante soit traînée devant lui sur le champ. Enola Simuman. Il bout de colère non seulement que quelqu'un soit enceinte, mais que ce soit l'enfant d'une servante. Jetant son aide au sol d'un coup de pied, il tempête sur la façon dont Eric a tout gâché,
alors qu'il aurait pu simplement divorcer et trouver un parti convenable. Alors qu'il se lamente que la rumeur soit probablement partout, une femme rousse nommée Tertia apparaît. Tertia le fait taire calmement, lui disant qu'il s'emporte trop. Elle avertit que sa relation avec Eric est déjà tendue, et que tuer la servante la détruirait irrémédiablement. Il demande avec colère s'il est censé simplement regarder une servante devenir la maîtresse de maison, mais elle répond froidement « Bien sûr que non ». Tertia révèle qu'elle a déjà arrangé le remariage d'Eric avec la fille du marquis de Dicard juste après le divorce, laissant l'homme perplexe quant au choix d'une famille inutile. Ses yeux s'écarquillent alors qu'il comprend instantanément son plan. Tertia rit, le qualifiant de génie et expliquant que la famille Dicard est suffisamment désespérée pour accepter une concubine. Ayant arrêté un plan, l'homme pointe d'un geste décisif son aide. Il ordonne qu'une lettre soit envoyée au marquis de Dicard immédiatement, exigeant que la date du mariage soit le plus tôt possible. Dans un autre domaine, une voix se demande si une lettre vient vraiment de la famille Wens. Une femme rousse à un bureau note que la famille Wens fait pression pour un mariage juste après le divorce, soupçonnant qu'ils ont leur raison. Un homme identifié comme le marquis Dicard sirote son verre avec dégoût de leur comportement, tandis que sa fille, Béliard Dicard, insiste sur le fait qu'ils n'ont pas le choix. Un flashback montre qu'avec l'Empire en déclin, leur faction doit forger des liens avec les nobles sous le duc Flich, les forçant à céder aux caprices des autres. Le marquis frappe son poing sur la table, enragé à l'idée d'être forcé d'accepter le fils vaurien des Wens. On frappe, et une servante annonce qu'elle a amené la personne qu'ils ont demandé. Une jeune femme nerveuse aux cheveux courts et roux entre, demandant si elle a été convoquée, tandis que Béliard l'observe depuis l'embrasure de la porte. Béliard se tient à côté de son père, commentant la ressemblance frappante entre elle et la nouvelle venue, disant qu'il est étrange qu'elle ne soit pas jumelle. Béliard demande à la jeune femme, Émilie, s'il est vrai qu'elle a eu une sœur cadette qui a disparu il y a 5 ans. Émilie halète, demandant avec empressement si Béliard sait quelque chose à son sujet, et Béliard dit qu'elle pourrait même organiser une rencontre. Follement joyeuse, Émilie la remercie profusément, mais Béliard l'arrête, déclarant qu'il y a une condition. Avec un sourire malicieux, Béliard sort un petit couteau aiguisé. Tandis qu'Émilie crie, Béliard coupe rapidement une mèche de ses propres longs cheveux roux. Désormais avec une coiffure plus courte imitant celle d'Émilie, Béliard la rassure en disant que c'est bien, et demande à son père si elle se ressemble maintenant parfaitement, laissant Émilie complètement déconcertée. Béliard se penche près d'une Émilie terrifiée, lui rappelant qu'il y a une raison pour laquelle il l'a libérée de prison et lui a donné une vie confortable. Dans un souvenir teinté de cramoisie, Béliard dit à Émilie qu'elle doit parfaitement se faire passer pour Lady Béliard, en échange de retrouvailles avec sa sœur disparue. Les yeux fermés, Émilie prend sa difficile décision. Dans l'obscurité, la voix d'Émilie fait écho à son accord réticent au plan. Ailleurs, une femme blonde en robe mauve s'admire dans un miroir, décidant que la robe est acceptable. Elle jette négligemment une robe jaune à une servante aux cheveux bruns, lui ordonnant de brûler cette chose minable. La femme blonde se moque de l'idée de porter une robe bon marché commandée par Rose, jurant de se faire quelque chose digne de son élégance à la place. Pointant une paire de chaussures ornées sur le sol, elle ordonne qu'elles soient jetées également, ignorant la protestation de la servante qui dit que ce sont des cadeaux de mariage. La servante baisse les yeux tristement, tenant la robe, tandis que la femme blonde lui demande sarcastiquement si elle a besoin qu'on lui explique tout en détail. La femme insulte cruellement la servante, lui demandant si elle a attrapé la stupidité de Rose en étant près d'elle. Avec un dernier ordre impatient, la femme blonde ordonne à la servante de tout débarrasser immédiatement. Seule dans le couloir, la servante se serre la tête de détresse, s'inquiétant de l'endroit où se trouve Rose, et déplorant son départ soudain. Un homme en uniforme rouge s'approche, interpellant Jane et lui demandant si elle va bien. Surprise, Jane reconnaît Cern, qui explique qu'il a entendu un bruit en passant et dit qu'il doit s'en aller. Jane le traite de traître avec colère, l'accusant d'avoir chassé sa dame, exactement comme le voulait Sir Cédric. Cern glisse silencieusement une lettre pliée dans sa main. Choc, Jane regarde la lettre tandis que Cern explique que leur dame la laisse pour eux dans sa chambre. Jane demande pourquoi Rose lui laisserait une lettre, et Cern admet que ce n'était que des mots de remerciement, ajoutant qu'il regrette de ne pas lui avoir dit quelque chose plus tôt. Cern baisse les yeux avec remords, demandant Jane si elle réalise la profondeur de sa trahison envers quelqu'un qui lui faisait entièrement confiance. Jane se souvient d'un jour heureux dans le jardin avec Ross, réfléchissant à la sincérité avec laquelle sa dame se souciait d'eux. Elle explique qu'elle a caché la lettre à tout le monde, ayant l'intention de la lui donner personnellement pour qu'elle ne soit pas détruite. Avec un regard déterminé,
Jane lui dit qu'elle l'a fait, même si cela signifiait s'attirer son ressentiment. Cerne baisse les yeux, absorbant silencieusement ses mots tandis que son explication se termine. Accablée de chagrin, Jane serre la lettre et la robe, appelant sa dame et se demandant ce qu'elle devait faire maintenant. De retour dans sa chambre, la femme blonde attend impatiemment, se demandant pourquoi la servante a été partie si longtemps, juste pour jeter des vêtements. Alors qu'une porte s'ouvre, elle décide qu'elle réprimandera correctement la servante à son retour. Elle bondit sur ses pieds et crie dans l'embrasure de la porte, exigeant de savoir ce qui prend autant de temps. Continuant à crier, elle se demande comment la servante peut être si lente pour un travail si facile. Une élégante femme rousse en robe violette apparaît, identifiant la femme blonde comme la servante portant l'enfant de son fils. La femme blonde tressaille sous le choc, réalisant que ce doit être la mère d'Eric. Effrayée, elle craint que la femme ne soit venue pour la rejeter. La femme rousse laisse tomber son éventail au sol avec un bruit sec, s'excusant de l'avoir effrayée. Elle se place ensuite derrière la femme blonde, l'embrassant chaleureusement. Mais elle explique qu'elle est venue elle-même parce que son fils stupide ne les a jamais présentés. Tenant les mains de la femme blonde, elle sourit gentiment et lui demande sa compréhension, ce à quoi la femme balbutie un accord, l'appelant mère. La scène se déplace dans une pièce luxueuse, alors que la femme rousse offre une salutation appropriée. Debout à côté d'Eric sur le canapé, la femme blonde se présente formellement comme Doana. Eric détourne le regard avec un soupir, exprimant son dégoût de les voir toutes les deux ensemble. Il observe sa mère et Doana avec suspicion, demandant quel stratagème elle prépare cette fois-ci. Sa mère feint l'offense, affirmant être ravie de son petit enfant, mais Eric rétorque qu'elle n'a pas agi de la sorte lorsque Rose était enceinte. Changeant de sujet, la femme rousse touche doucement le bandage sur le visage de Doana, lui demandant comment elle s'est blessée. Doana hésite avant de blâmer Rose pour sa blessure. Dans un flashback dramatique, Doana affirme faussement que Rose l'a attaquée par jalousie, provoquant une réaction de choc chez la femme rousse. L'expression de la femme se durcit, tandis qu'elle pense à Rose et Eric. En regardant Doana s'appuyer contre son fils, elle bouillonne intérieurement, convaincue que la ruse Rose l'a sous sa coupe. Un homme âgé aux cheveux noirs commente que Rose a toujours été étrange, suggérant qu'elle tient de sa mère. Il poursuit sa critique, affirmant que la mère de Rose n'était douée que pour séduire les hommes. L'homme dit à Doana et Eric d'ignorer tout le reste et de se concentrer sur leur mariage. Il se lève ensuite et déclare que le mariage aura lieu dans les prochains jours, laissant Eric complètement stupéfait. La femme rousse insiste pour que le mariage se déroule rapidement, souhaitant que la mariée fasse ses essayages avant que son ventre ne devienne trop rond. Follement joyeuse, Doana appelle la femme mère, qui révèle avoir déjà fait venir une styliste pour les mesures. Eric se frotte la tête avec frustration, pensant que sa famille a agi trop hâtivement en arrivant juste après le divorce, tandis que sa mère lui fait ses adieux. Alors qu'elle parte, la femme rousse salue de la main, disant qu'elle reverra Eric au mariage. Toc! Les portes se ferment, laissant Doana s'exclamer de joie. Doana joint les mains joyeusement, pensant en elle-même que la mère d'Eric l'a clairement prise en affection. Elle s'accroche au bras d'un Eric agacé, se vantant d'avoir désormais conquis le cœur de sa mère, ainsi que le sien. Eric écarte son enthousiasme pour le mariage, déclarant que ce n'est pas aussi important que les gens le pensent. Insultée, Doana désigne son portrait de mariage avec Rose, demandant s'il ne devrait pas le retirer immédiatement. Eric lui saisit la main lui disant qu'il n'y a pas besoin de se presser et qu'il s'occupera lui-même des portraits. Doana retire sa main avec colère, exigeant de savoir pourquoi il a une attitude si tiède concernant le retrait des portraits. Un aide les interrompt et Eric se tourne pour voir qui est arrivé. Une femme en veste violette se présente comme Mona, la designer en chef de Moni Blanc, et présente une robe blanche. Doana reconnaît que la designer a été envoyée par Lady Tertia pour préparer leur tenue de mariage. Après avoir inspecté la robe, Doana la critique comme étant affreusement simple, ce qui provoque une protestation choquée de la designer. Doana déclare avec hauteur qu'en tant que star de la cérémonie, sa robe doit être plus éblouissante que celle de quiconque. Lorsque la designer avertit que trop n'est jamais une bonne chose, Doana fulmine en silence, en colère qu'une simple servante ose la sermonner. Elle sourit d'un air menaçant, ordonnant à la designer de lui confectionner la robe la plus splendide et scintillante imaginable. Avec un sourire cruel, elle ajoute que la robe doit être incomparable à celle que son ex-femme a portée. Quelques jours plus tard, au domaine Servia, une voix hors champ demande ce qui a été ramené. Rose descend les escaliers, se demandant à voix haute ce qui se passe si tôt le matin. Elle voit deux personnes sur le palier,
L'une d'elles tient une lettre et explique qu'elle a dû l'accepter car tout le monde était mal à l'aise. La femme décide de ne pas parler de la lettre à Rose, mais Rose les a déjà vus. La femme tenant la lettre reconnaît le blason, réalisant avec choc qu'il doit s'agir de l'invitation de mariage d'Eric. Rose descend calmement les escaliers, affirmant qu'elle va bien et qu'elle savait déjà qu'Eric se remariait, surprenant les autres. Elle tend la main pour l'invitation, demandant à la voir un instant. En regardant l'invitation, Rose remarque que le timing est plus tôt qu'elle ne le pensait, devinant qu'il se dépêche, à cause de la grossesse de Dohana. Ses yeux s'écarquillent de surprise, alors qu'elle lit l'invitation plus attentivement. Elle réalise avec une confusion stupéfaite que le nom de la mariée sur l'invitation n'est pas Dohana. Dans une bibliothèque ailleurs, une voix demande si les préparatifs du mariage se déroulent sans encombre. Tertia s'évante, se vantant d'avoir tout arrangé pour que les enfants n'aient qu'à entrer dans la salle. Alors qu'elle médite sur le mariage imminent, un Ned fait irruption, criant qu'une catastrophe a frappé Lord Cédric. Cédric, l'homme au bandeau, demande ce que signifie l'aide, qui rapporte que Sir Cern s'informait du successeur de Lord Gwen. Confus, Cédric répète le mot successeur, demandant de quelles absurdités l'aide parle. L'aide explique nerveusement que Lord Gwen a quitté la maison parce que le comte Eric l'a personnellement expulsé. Le vieil homme jette sa canne avec fureur, enragé qu'Eric ose chasser le loyal Gwen. Il ordonne qu'Eric soit amené devant lui sur le champ, tandis que dans une autre pièce, Eric se demande pourquoi on le dérange pendant les préparatifs du mariage. Le père d'Eric le confronte, hurlant qu'en 3 ans depuis qu'il est devenu comte, Eric ne l'a pas une seule fois satisfait. TSK. Eric soupire de frustration, pensant qu'il y a une limite à la folie de son père. Son père exige de savoir pourquoi Eric a renvoyé Gwen, lui demandant d'un ton accusateur s'il sait même qui a nettoyé ses bêtises. Eric insiste sur le fait qu'il avait une bonne raison pour ce renvoi, mais son père le rejette avec colère comme une futilité. Dans un flashback, le père sermonne un jeune Eric sur les 30 années de dévouement de Gwen, lui conseillant d'écouter des hommes plus sages s'il est un sot. Alors que son père déclare que rien n'ira comme Eric l'entend, Eric rétorque qu'il épousera celle qu'il choisira, contrairement à son père. Enragé, son père se moque de l'idée d'une femme de basse extraction sortie du ruisseau, tandis qu'Eric pense que son statut n'aura plus d'importance une fois qu'elle sera la comtesse. Le père froisse une lettre, hurlant furieusement qu'il n'a jamais accepté cette gueuse comme sa belle-fille. Il fourre la lettre à Eric, lui ordonnant d'épouser la fille cadette du marquis de Dicard, laissant Eric complètement abasourdi. Eric dit à son père de s'arrêter avec colère, affirmant son autorité en tant que comte pour prendre ses propres décisions. Son père rit d'un air moqueur, disant qu'il va mettre un terme aux stupides sottises de poupée d'Eric. Avec un dernier rugissement de fureur, le père frappe Eric, hurlant que sa défiance sera sa fin. Gisant en sang sur le sol, Eric réfléchit à l'hypocrisie de son père, pensant qu'il en a marre de supporter ses bêtises. Dans un souvenir terrifiant, une femme supplie d'être libre tandis qu'Eric, la tête ensanglantée, implore de ne pas être renvoyé au sous-sol pour une rééducation. Un homme bouleversé se remémore la terreur de cet horrible endroit. Une femme aux cheveux roux demande à Emily, une femme rousse et meurtrie, recroquevillée sur le sol, si elle compte continuer à agir ainsi. La femme lève le menton d'Emily, lui rappelant que le mariage est dans 2 jours, et se demandant comment elle peut maintenir son rôle. Écrasant une poupée, la femme saisit violemment le visage d'Emily, la menaçant que son jeune frère. Et elles disparaîtront si elle ne parvient pas à tromper les bonnes personnes. Satisfaite, la femme loue son esprit, disant qu'elle commence enfin à lui plaire. Tenant doucement ses mains, la femme encourage Emily à réessayer, lui rappelant qu'elle est la star du mariage. La scène se déplace vers la magnifique résidence du grand-duc Artheum, tandis qu'une voix annonce que le mariage est après-demain. Rose est assise sur un canapé, précisant qu'elle ne demande pas l'annulation du mariage. Un homme blond assis en face d'elle lève les yeux pensivement, se demandant si c'est grâce à elle. Rose explique qu'elle est venue chercher des informations, ce qui le pousse à méditer sur le nom Belriard. L'homme révèle que la mariée est la fille cadette bien-aimée et recluse du marquis de Dicard. Il avoue ensuite ne rien savoir de plus, laissant Rose stupéfaite. Un montage révèle que le marquis garde sa fille cachée du public. Rose réalise donc qu'elle n'a jamais eu de conversation appropriée avec elle non plus. Les bras croisés, Rose décide que quelque chose ne tourne pas rond et résout d'enquêter en personne. L'homme blond se penche avec un sourire intrigué. Il demande ce qu'elle entend par sa visite, supposant qu'elle avait une autre requête pour lui. L'attirant près de lui, il suggère qu'elle pourrait vouloir qu'il l'accompagne quelque part, la surprenant. Rose le repousse rapidement, troublée par son geste soudain.
L'homme déclare que, bien qu'ils aient échangé des termes par lettre, il fournira les détails à son retour. Rose prend une pause confiante, assurant son investisseur, le grand-duc, qu'elle ne le décevra pas. Quittant son domaine, elle se sent épuisée, pensant que leur brève discussion a duré étrangement longtemps. Elle réfléchit à la façon dont l'aide de Gwen a résolu de nombreux problèmes difficiles, tandis qu'un assistant lui présente une pile massive de documents. Réalisant l'heure, elle se dépêche de partir, déterminée à rentrer avant qu'il ne soit trop tard. Se précipitant, elle entre en collision avec un homme aux cheveux noirs et s'écrie sous le choc, reconnaissant Cern. Cern la salue chaleureusement, surpris par la rencontre, et lui demande si elle est blessée. Elle sourit vivement, le rassurant qu'elle va bien grâce à sa prise rapide. Soulagée, Cern propose de la raccompagner chez elle en guise d'excuse pour la collision. Alors qu'il marche vers un manoir au coucher du soleil, il admet qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si heureuse de le voir. Rose insiste que oui, mais Cern lui fait remarquer sérieusement qu'elle est partie en ne laissant qu'une lettre. Détournant le regard timidement, elle s'excuse et explique que de sombres circonstances l'ont forcée à partir en hâte. Elle demande des nouvelles de Jane, exprimant son inquiétude que lui et la femme de chambre se soient éloignés, ce qui fait tressaillir Cern. Il détourne le regard, réalisant avec consternation que Jane n'a pas encore dit Rose qu'il est l'un des subordonnés de Cédric. Alors qu'il continue de marcher, il admet silencieusement qu'il a fait du tort à Jane. Rose explique que Jane n'est pas encore prête à la voir, alors elle attend simplement qu'elle se décide. Elle tapote amicalement l'épaule de Cern. Touché, Cern pense à quel point sa maîtresse est vraiment gentille. Rose mentionne qu'elle espérait voir Jane au mariage d'Eric, choquant Cern en révélant qu'elle était déjà au courant. Elle devine correctement qu'il l'a gardé secret par égard pour ses sentiments, mais elle écarte l'idée, insistant qu'elle ne se soucie pas du remariage d'Eric. Dans un sombre flashback, un Eric terrorisé se souvient d'une pièce ensanglantée, pensant que pour lui, cet endroit était l'enfer. Dans une bibliothèque calme, une voix apaisante dit à Eric que tout va bien. La mère d'Eric, Tertia, le réconforte, disant qu'il sait à quel point son père s'inquiète pour tout. Eric pose sa tête sur ses genoux, tandis qu'elle réfléchit que, si Cédric a pu agir par affection, il est allé trop loin. Elle s'excuse pour sa main bandée, mais il insiste que c'était de sa faute s'il s'est effrayé et est intervenu. Elle le rassure que quoi qu'il arrive, il est le fier fils du comte Wens. Avec un sourire confiant, Tertia promet de s'occuper de son père et dit à Eric de se concentrer uniquement sur le mariage à venir, déclarant que c'est tout ce qui compte pour elle. Dans une pièce somptueuse, une voix hors champ annonce une solution pour la disposition des sièges. L'homme blond touche doucement l'épaule de Rose, lui demandant s'il peut faire quelque chose pour l'aider. Il promet de l'aider si elle en a besoin, ce qui pousse Rose à s'interroger sur l'étrange sensation dans son cœur. Rose fulmine intérieurement, se souvenant de la cruauté de Gwen et d'Ohana, et souhaitant pouvoir faire irruption au mariage pour se moquer de d'Ohana. Elle s'avoue que malgré ses efforts pour oublier, elle ne peut se défaire de ses regrets, tandis que l'homme blond la regarde avec inquiétude. Il remarque son manque de concentration, et lui demande si elle va bien, mais elle écarte rapidement son inquiétude. Lui prenant la main, il devine correctement que le mariage de son ex-mari la dérange, ce qu'elle confirme. Elle confesse que ce n'est pas de l'amour pour Eric, mais un désir honteux de voir le malheur de d'Ohana pour apaiser sa propre amertume. L'homme blond lui attrape le bras, la surprenant alors qu'il insiste pour qu'elle doive absolument aller au mariage. Rose le fixe, complètement déconcertée par sa déclaration soudaine et énergique. Il lui dit qu'il ferait mieux de se dépêcher s'ils veulent faire un arrêt en chemin, la laissant demander « Quoi ?» Dans une magnifique boutique, une femme aux cheveux bruns s'incline et salue votre grâce. Impressionnée par la boutique opulente, Rose murmure qu'elle n'arrive pas à croire qu'un tel endroit existe. L'assistante sourit d'un air contrit, expliquant qu'avec la coiffure et le maquillage, c'est impossible. Il leur faudra au moins 2 heures. Rose réalise avec un soupir que le délai est beaucoup trop court. Boum! Un éclair d'énergie explose derrière les 2 assistantes stupéfaites. Tandis que l'homme blond s'avance, l'assistante principale se ressaisit et leur demande de la suivre par ici. Rose s'inquiète à voix haute des rumeurs qui circulent, mais le grand-duc déclare calmement qu'il est déjà habitué à ce que les gens chuchotent à son sujet. Rose baisse les yeux, touchée par sa sincère sollicitude à son égard. Tac, tac. Une paire de talons s'approche alors qu'une voix demande « Madame ?» 3 stylistes déterminés apparaissent, annonçant qu'elles comprennent la situation et la prépareront à la perfection. Une assistante emmène une rose surprise, tandis que le grand-duc salue de la main, promettant de la revoir bientôt. La scène se déplace 12 ans plus tôt, au domaine Servia.
Un jeune garçon blond, l'air sérieux, marche devant une jeune rose. Il dit à la jeune rose d'arrêter de le suivre, mais elle demande immédiatement pourquoi. Le garçon l'avertit que rester près de lui ne fera que provoquer des rumeurs scandaleuses à son sujet. Déclarant que cela ne la dérange pas, la jeune rose lui pose une couronne de fleurs sur la tête. Elle explique gentiment que les rumeurs n'ont pas d'importance, car, plus que tout, elle ne veut tout simplement pas qu'il soit seul. De retour au présent, le grand-duc se tient vêtu de sa tenue de cérémonie. Kia, l'assistante de la boutique, serre ses joues, poussant un cri de joie. Elle s'enthousiasme qu'il soit absolument parfait, et il la remercie gracieusement pour son travail acharné. L'assistante tire un rideau rouge, annonçant que la dame est également prête. Tandis que le grand-duc tend la main vers le rideau, l'assistante lui demande s'il souhaite la voir. Il la regarde avec un sourire captivé tandis que Rose est révélée dans une superbe robe blanche, pensant, sérieusement. Au lieu du mariage, les invités arrivent en calèche au grand domaine. Deux nobles femmes commèrent que l'ampleur de ce mariage dépasse de loin celui de la première épouse. L'une des femmes allait, pointant l'entrée avec choc. Les invités murmurent tandis que le grand-duc Artéum fait son entrée, notant avec surprise qu'il n'est pas venu seul. Accompagné par le grand-duc, Rose fait une entrée époustouflante, poussant un invité à crier son nom avec incrédulité. La foule murmure, se demandant pourquoi la divorcée Rose est au mariage avec le grand-duc, qui est en mauvais termes avec la maison Wens. Dans sa suite nuptiale, Doana réagit à la nouvelle choquante de l'arrivée de Rose, qui s'apprête à faire des vagues dans la société.